Le sol du manoir était couvert d'un liquide rouge, le personnage principal nommé Frey Starlight titubait. Avant d'atteindre son but. Certains pensaient qu'il était un héros. Mais après avoir tout détruit, il était clair que Frey commandait l'armée démoniaque. Il s'est allié à la reine des démons pour détruire le monde. En récompense, il a obtenu une épée sanguinaire. La démone rit en voyant jusqu'où il est allé. Pour en arriver là, Frey a éliminé sa propre famille pour devenir le subordonné de la reine. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le monde ne soit complètement détruit. Le protagoniste n'a pas seulement éliminé sa famille, il a aussi anéanti les personnes qui lui faisaient confiance. Les cadavres dans le manoir sont ceux de personnes spéciales, parmi lesquelles se trouve Kenya, une praticienne de la magie noire. Elle a utilisé une dague contre elle-même, car elle refusait d'être éliminée par le protagoniste. Une autre personne qui fut attaquée par Frey était Archimède la fillard. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de le vaincre et de défaire l'armée démoniaque. Helena s'est reprochée d'avoir fait confiance à Frey et d'avoir condamné son propre peuple. Elle a tenté de le brûler dans une dernière tentative pour survivre. Mais les flammes ont consumé son corps avant qu'elle ne puisse lancer son attaque. La princesse de l'Empire, nommée Clara, était aussi l'une des victimes. Pendant 1000 ans, cet empire n'avait jamais succombé à aucune attaque de ses ennemis. Jusqu'à ce que Frey trahisse tout le monde. Clara a juré que le protagoniste resterait gravé dans son cœur comme la personne la plus méprisable qu'elle ait jamais connue. Après cela, la princesse rendit l'âme. Sainte Estrada fut l'avant-dernière jeune femme à souffrir. La sainte récitait sa dernière prière lorsque le protagoniste est arrivé. Elle a également juré qu'elle n'oublierait jamais ses atrocités. La dernière jeune femme est la chancelière Selena, elle se trouvait au sommet du manoir. Et a dit qu'elle avait toujours douté de la loyauté de Frey. Mais elle se devait d'avouer qu'elle l'aimait, même en sachant quelle serait sa fin. Ce furent ses dernières paroles avant de sauter. C'est ainsi que Frey est devenu le scélérat sanguinaire. À ce moment-là, la reine des démons dit qu'il leur suffit de détruire cette épée. Et que tout prendra fin. Frey tient l'épée dans sa main. Et une puissante aura émane de son corps. La démone est même surprise. Mais elle remarque alors les agissements étranges du protagoniste. Et lui dit d'arrêter. Frey affiche un sourire satisfait et dit que son plan, depuis le début, était de mettre fin à leur vie. Cela lui ouvrira la voie pour sauver le monde qu'il a détruit. Tout est devenu noir lorsque le pouvoir de l'épée a accompli son œuvre finale. Soudain, le protagoniste ouvre les yeux, effrayé. Il s'est réveillé dans sa chambre, ne sachant pas comment il était arrivé là. Après tout, à ce stade, il devrait déjà être un cadavre. Mais Frey se souvient que c'est ce qui aurait vraiment dû se passer. Il remarque une enveloppe sur la table et confirme qu'il s'agit d'une invitation de l'Académie. Alors, le protagoniste appelle le système. Une interface bleue apparaît, notifiant une mission. Appelée la voix du faux méchant. Le protagoniste devait sauver le monde en tant que méchant. Cela entraînerait la mort de nombreuses personnes qui lui faisaient confiance. Frey a terminé la mission et a obtenu une route cachée. Cela signifie qu'il peut maintenant enfin sauver tout le monde. Le protagoniste pleure, sachant qu'il reverra les personnes qu'il aime. La scène se déplace 10 ans en arrière. Le père de Frey était très en colère à propos de quelque chose et a attiré l'attention de son fils de 10 ans. L'homme explique que seuls les descendants de la famille Starlight peuvent lire ces caractères appelés kana. Frey descend et demande si son père fait référence au texte écrit dans ses vieux livres. Soudain, ils arrivent devant une porte illuminée en bleu, et le père encourage son fils à avancer. Le protagoniste n'avait que 10 ans et avait peur. Mais l'homme lui rappelle la prophétie qui s'est répandue dans tout l'Empire. La prophétie disait que lorsque 1000 ans se seraient écoulés depuis la disparition du Seigneur Démon, son successeur apparaîtrait et consumerait le monde, mais à ce moment-là, un nouveau héros émergerait. Pour sauver le monde de la destruction. Le père du protagoniste s'attendait à ce qu'il soit ce héros, puisque l'ancêtre de la famille Starlight était celui qui avait vaincu l'ancien Seigneur Démon. Il ne restait que peu de temps avant le jour où le successeur du Seigneur Démon viendrait au monde. À ce moment-là, le protagoniste rassembla son courage et entra dans la pièce. Après quelques pas, la porte se referma et Frey appela son père en hurlant de désespoir. Mais cela n'avait pas d'importance car l'homme ne le laisserait pas sortir. Bientôt, son attention fut attirée par quelque chose de brillant. C'est l'épée légendaire du héros. Frey était sur le point de la toucher quand une personne se matérialisa devant lui. Le protagoniste hurla de peur et demanda plusieurs fois qui il était. Le nouveau venu demande s'il ne connaît pas le visage de son propre ancêtre.
Frey trouva suspect que cet homme se dise son ancêtre. Car la statue qu'il avait vue était plus belle. L'ancêtre demande avec colère s'il ne veut pas sauver le monde. Le jeune protagoniste répond qu'en réalité il a été enfermé ici par son père contre son gré. L'homme dit que cela n'a pas d'importance. Il doit juste garder à l'esprit que la meilleure chose à faire maintenant est d'écouter. Il couvre alors le visage de Frey avec sa main et téléporte sa conscience dans un lieu dévoré par les démons. L'ancêtre dit que le monde sera ainsi. S'il fait le mauvais choix, les scènes des femmes qui ont été assassinées traversèrent sa conscience. Son esprit finit par revenir. Et il a envie de vomir en voyant le futur. L'ancêtre comprend sa réaction. Il est impossible de vivre normalement après avoir vu tous ceux que l'on aime connaître une fin horrible. Mais ces scènes ont suffi, et maintenant le protagoniste sait qu'il doit devenir aussi fort que son ancêtre. Protéger ce monde. Et les gens qu'il aime étaient son objectif. L'ancêtre décida de montrer à quoi ressemblera le monde heureux quand Frey sauvera tout le monde. Alors, il touche le visage du protagoniste et téléporte sa conscience, disant que les gens ne seront heureux que lorsque Frey détruira le monde de ses propres mains et se sacrifiera pour éliminer le roi démon. Après cela, il trouvera une route cachée et aura un autre défi. Mais il ne devra pas abandonner. La scène change pour revenir au moment présent. Après que Frey se soit détruit lui-même ainsi que la reine démon, il avait maintenant trouvé la route cachée. L'interface bleue du système ressemble beaucoup à la prophétie qui existait quand il était enfant. À ce moment-là, le héros attend avec anxiété que l'interface se mette à jour. Le dernier conseil que l'ancêtre lui a donné était de compléter le système et de l'utiliser jusqu'au bout. Soudain, ses pensées sont interrompues par un coup à la porte. Konya demande à entrer et il Y autorise. Le protagoniste était impatient de la voir, car elle est son amie d'enfance. La dernière scène qu'il a vue d'elle n'était pas des plus agréables. À cet instant, la mise à jour du système atteint 100% et il reçoit une alerte. L'interface prévient que les héroïnes principales ont conservé leurs souvenirs de la chronologie précédente. Cela signifie que l'une des héroïnes, nommée Kanya, se souvient de tout ce qu'il a fait. Elle entre dans la chambre du héros avec un visage sombre tandis que le système ne cesse de faire clignoter une alerte d'urgence. Frey sent un frisson parcourir son corps et se demande comment une chose aussi stupide peut arriver. Le protagoniste avait choisi de suivre la voie du faux méchant auparavant, et grâce à cela, il a pris la vie de 5 héroïnes. Il pensait qu'il pourrait désormais vivre une vie facile. Mais en réalité, dans cette vie, le protagoniste sera forcé par le système de commettre des actes maléfiques. Si Frey fait de bonnes actions qui sont découvertes, il subira une pénalité qui réduira considérablement sa vitalité. C'est une restriction nécessaire pour terminer la route cachée que Frey a toujours cherchée. Ce sont les nouvelles fonctions du système. Il pourra acheter ce dont il a besoin en utilisant les points qu'il accumule chaque fois qu'il fait quelque chose sous le prétexte du mal. À ce moment-là, Frey finit de lire toutes les nouvelles informations. Il se sent trompé car ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. L'héroïne Kanya le regardait toujours depuis l'embrasure de la porte. L'aura meurtrière de la praticienne de magie noire a submergé le corps de Frey, mais elle a vite dissimulé cette pression et arbore un doux sourire. Le protagoniste sait qu'il a fait beaucoup de mal à cette fille. Il n'est pas surprenant de penser qu'elle a des raisons de vouloir en finir avec lui. Kanya a conservé son rôle de douce servante et lui a offert à manger, mais Frey ne s'est toujours pas remis de toutes les informations qu'il a reçues et a demandé un moment de solitude. Elle accepte et, avec un visage effrayant, verrouille la porte. Le protagoniste n'a désormais plus aucun doute qu'elle se souvient de tout. Une autre alerte d'urgence apparaît, le système l'avertit qu'une très forte intention meurtrière se trouve à proximité. L'intuition du faux méchant est sa nouvelle compétence de niveau 1. Frey pense que Kanya ne lui fera rien pour l'instant car il est son maître. Elle ne pourrait donc pas s'en tirer si facilement. C'est ce que pensait le protagoniste. Jusqu'à ce que la jeune fille entre dans la chambre avec une soupe pour lui. Il craint que la nourriture ne soit empoisonnée par de la magie noire. Quoi qu'il en soit, Frey décide de se comporter en mauvais maître pour lui rappeler qui est le chef. Il crie donc qu'il ne veut pas de cette soupe infâme et qu'un sandwich serait bien meilleur. Kanya esquive l'assiette lancée dans sa direction. Le protagoniste obtient un point pour cette mauvaise action. Kanya a pensé à l'achever, mais elle savait que ce n'était pas le bon moment. Quelques minutes plus tard, elle apporte le sandwich que Frey a commandé. Il était visible qu'il contenait de la magie noire. Le protagoniste a refusé. Alors que Kanya l'encourageait à manger, il a traité à mal tout le reste de la journée et gagna plusieurs points.
C'était déjà le 8e sandwich que Kanya avait de nouveau préparé avec de la magie noire. Ses yeux s'illuminèrent lorsque Frey fut sur le point de manger. Mais il jeta la nourriture, disant qu'il préférait de la soupe. Soudain, Kanya chancelle et tombe en avant, épuisée. Frey la rattrape dans ses bras en souriant. Il voulait profiter de cette nouvelle vie pour vivre avec les gens qu'il aime. Malheureusement, elles ont gardé leurs souvenirs. Pour ne rien arranger, le protagoniste doit de toute façon ennuyer les héroïnes pour gagner des points. Le problème maintenant est la force vitale de Kanya. Frey est prêt à aider la jeune fille. Et c'est pourquoi il envoie de l'énergie interne dans son corps. Pour envoyer de la force vitale à un sorcier, il fallait renoncer à sa propre énergie vitale. Le protagoniste ne s'en inquiète pas, car il croit qu'il ne vivra pas beaucoup plus longtemps. Quelques heures après que Frey a fini de rendre sa force vitale à Kanya, il est fatigué par tant d'efforts. Et sent que cela n'a pas servi à grand-chose. Sa préoccupation est à nouveau la mission du système. Il ne reste qu'environ 2 mois avant le début de la mission principale. Faire profil bas jusque-là était l'objectif initial, mais c'est impossible maintenant que les filles se souviennent de ce qui s'est passé dans la vie antérieure. En plus de Kanya, il y a encore 4 héroïnes à gérer. Parmi elles se trouve la fiancée du protagoniste, nommée Selena. Heureusement, elle est en voyage en ce moment. À ce stade, la princesse Clara subit la pression de la famille impériale. Le protagoniste est plus tranquille, car elle n'a pour l'instant aucun pouvoir pour agir contre lui. Les plus problématiques sont les 2 dernières héroïnes. La Sainte Astra et l'Archimage Helena. Toutes les 2 sont du genre à ne pas réfléchir aux conséquences de leurs actes. Donc, il y a une chance qu'il se fasse éliminer dès qu'il les rencontrera. Kanya ne fera rien contre lui, car sa sœur est retenue au château. Probablement, elle n'agira pas sans réfléchir, mais le protagoniste sait qu'il sera bientôt éliminé s'il ne devient pas plus fort ou n'obtient pas quelque chose pour le protéger. La manière d'obtenir des points de méchanceté pour devenir fort est un peu risquée. Plus il a de contact avec des gens, plus vite il accumule des points. De plus, Frey pourra utiliser les informations du livre des prophéties pour se protéger dans une certaine mesure, malgré tant d'inquiétudes. Le véritable défi qui attend le protagoniste se trouve à l'académie. Le lendemain arrive, et Frey a passé la nuit à étudier le livre et les prophéties. Il pose Kanya par terre et va se reposer dans son lit. Ensuite, le protagoniste prend une profonde inspiration et crie pour que la paresseuse se réveille. Kanya finit par se réveiller et le regarde, comme si elle avait été dérangée. Frey espérait que la jeune fille se plaindrait de quelque chose. Mais elle est restée silencieuse et a reçu l'ordre de préparer le carrosse. Pour le premier jour à l'académie, Kanya accepte et s'en va. Frey vérifie ses points maléfiques dans le système et voit qu'il n'a que 100 points. C'est un fait qu'il a besoin d'au moins quelques centaines de points pour acheter des compétences et des objets. Cela signifie que le protagoniste devra beaucoup s'activer. À l'académie, la scène change quelques heures plus tard, la cérémonie d'ouverture de l'académie a déjà eu lieu. Et Frey a été acclamé par ses camarades. Son discours semble avoir enchanté les gens. La vérité, c'est que le protagoniste a la faveur de tout le monde. Parce qu'il est de la famille ducale. Il savait que ces sycophantes étaient une bande d'hyènes. Aux désirs évidents, mais Frey a décidé de les garder près de lui car ainsi il serait facile d'obtenir les points. L'interface affiche de nouveaux points. Soudain, des cris se font entendre à l'extérieur de la salle de banquet. À ce moment-là, l'un des garçons qui flatte le protagoniste arrive, tirant une fille par les cheveux. Il dit alors à son maître qui l'a amenée. La fille qui était tirée était l'archimage Helena. Frey n'arrive pas à croire à cette scène car Helena est une personne capable d'utiliser toutes sortes de magie élémentaire, donc il ne comprend pas. Pourquoi elle a accepté cette situation humiliante? Frey suppose que la jeune fille fait semblant d'être fragile. Pour l'attaquer à un moment donné. Il fait alors appel au système sans réfléchir à 2 fois. Et achète une protection d'urgence qui a coûté 70 points. Peu après, le système l'avertit qu'Helena souffre d'un épuisement de mana. Le protagoniste se demande comment cela a pu arriver. Soudain, l'archimage se met à crier. Pour qu'on la lâche, elle et son amie. La jeune fille devenait de plus en plus en colère, avec une voix effrayante. Le protagoniste a donné l'ordre de la relâcher. Le sbire a été surpris, car il pensait que le héros apprécierait. Il obéit après que Frey a brisé le verre de vin sur le sol. Et dit qu'il va s'amuser avec ses femmes, alors ils doivent sortir. Les laquais obéissent et s'enfuient de la salle de banquet. Maintenant, Frey caresse le visage d'Helena.
tout en lui demandant si elle veut s'amuser dans un endroit plus intime. Soudain, l'archimage dit que si elle avait pu prédire l'avenir, elle aurait utilisé la magie ultime sur lui au lieu de l'armée du roi démon. Cela prouvait que la jeune fille avait réellement les souvenirs de sa vie antérieure. Soudain, le protagoniste murmure quelque chose et s'effondre sur le sol, endormi. Les filles sont surprises et regardent, sans comprendre ce qui s'est passé. L'ami d'Elena, nommé Ariane, parvient à se libérer de ses liens et dit qu'il vaut mieux s'enfuir pendant qu'il dort. Les filles s'enfuient, et Elena dit qu'elles ont eu de la chance. Car Frey est un véritable scélérat qui pense que les roturiers ne sont rien de plus que ses serviteurs. Le protagoniste pousse un soupir de soulagement, après avoir réalisé qu'il est seul dans la pièce. Cette performance n'a été possible que parce qu'il a acheté la compétence de protection d'urgence. Le système l'avertit de la malédiction de 12 heures, qui laisse l'hôte sans mana jusqu'à l'heure fixée. À ce moment-là, la performance du protagoniste prend fin car Kenya s'approche de lui. Elle dit que ce n'est pas bon de dormir par terre et commence à le porter jusqu'au lit. Frey en profite pour agacer la jeune fille et gagner quelques points, mais sur le chemin de la chambre, il remarque une aura meurtrière venant de Kenya, et une voix dit qu'il est toujours aussi méprisable. Elle l'aurait achevé aujourd'hui si ce n'était pour sa sœur. Après ces mots, Frey a des souvenirs du passé où lui et Kenya étaient amis d'enfance. Sa sœur jouait aussi avec eux, mais maintenant il ne reste que la colère de la part de Kenya. Et elle agira quand elle sera sûre que sa jeune sœur est en sécurité. Quelque temps plus tard, Frey préfère être seul dans le dortoir et dit à Kenya de partir. Mais elle dit qu'elle dormira désormais dans la même chambre que lui. Le protagoniste tremble de peur et demande si c'est une blague. Kenya répond que c'est un ordre du duc Rayon. Le protagoniste sera renvoyé de l'académie s'il songe à l'expulser de la chambre. Frey vérifie s'il y a un risque qu'il soit attaqué dans les prochains jours. En gros, le système dit que le jeu se terminera si l'une des héroïnes décède. Ou s'il décède lui-même. Cela n'explique pas ce que Frey voulait savoir. Et il dit que ce jeu est très irrationnel. Le lendemain, Kenya le réveille, mais il dit qu'il va dormir encore un peu. Elle accepte et se prépare à partir. Frey est surpris par sa retraite rapide et lui demande pourquoi elle part si soudainement. Il crache un liquide rouge. Le protagoniste suppose que c'est parce qu'il a utilisé trop de force vitale hier. Peu importe, car il est impatient de gagner des points. Alors Frey pose quelques questions qui mettent Kenya en colère. Il veut savoir pourquoi elle a pris la décision d'aller au gymnase alors qu'il avait dit qu'il n'irait que plus tard. Finalement, le protagoniste touche le point sensible de la jeune fille, en disant qu'il devrait peut-être sortir avec sa sœur. Kenya pleure en entendant cela, et il lui dit simplement de se souvenir de sa place en tant que servante. La jeune fille tient le stylo qu'il a failli prendre. C'était un cadeau de sa sœur cadette nommée Kadia. L'attention de Kenya est bientôt attirée par une tache rouge sur le lit de Frey. Plus tard, le cours commence et tous les élèves sont là. La professeure Isolée remarque les deux retardataires, qui essaient de passer inaperçus et attirent leur attention. Le protagoniste reproche à Kenya de s'être fait repérer. Elena est aussi dans la salle et crie, demandant ce qu'il fait là. Frey reste silencieux pendant que l'archimage Elena se demande comment il est encore en vie. Lors de leur dernière rencontre, elle a utilisé une magie qui aurait dû être parfaite pour en finir avec lui. Elena suppose que Frey est l'un des sbires du roi démon depuis le début. Puisque rien ne s'est passé au début. Le protagoniste pensait que son cauchemar dans cette académie était Elena, mais il n'avait pas vu que là. Sainte Astaro était assise derrière lui avec des yeux effrayants. La professeure Isolée a continué le cours et a demandé l'attention de tous alors que le protagoniste organisait ses affaires pour partir. À la fin du premier cours, quelqu'un lui a touché l'épaule. Sainte Astaro affiche un visage aimable aimant, disant qu'elle veut donner à Frey la bénédiction. Dans un endroit non isolé, alors elle l'invite à l'accompagner. Mais le protagoniste savait que la jeune fille voulait en finir avec lui. Et le système a confirmé l'intention meurtrière. Il refuse alors la demande et s'en va. La sainte pleure, le suppliant d'accepter pour quelques minutes. Plus tard, la professeure Isolée a emmené les élèves dans la salle d'entraînement. Elle les prévient que leur deuxième cours sera un entraînement au combat. La femme prend l'épée et défie le premier élève. Tandis que les autres élèves observent, l'adversaire a perdu du temps à essayer de créer des sphères de feu. Et la professeure a bien fait comprendre qu'il aurait été éliminé s'il s'était agi d'un vrai combat. La suivante à être appelée pour le duel est Kenya. Le duel commence, et la magie noire se révèle étonnamment efficace.
Le protagoniste lui envoie un peu de force vitale à distance. Le combat devient de plus en plus intense. Soudain, Frey ressent une douleur dans son corps pour avoir envoyé de l'énergie vitale. Et se demande si Kanya va continuer à se battre encore longtemps. La professeure voulait prolonger le combat. Car elle trouvait l'élève très doué, mais Kanya a levé la main, annonçant qu'elle arrêtait. Car elle est née avec un mana instable, ce qui l'empêche d'aller plus loin. La professeure dit que c'est dommage, car elle pensait qu'elle deviendrait une mage très puissante. À ce moment-là, Isolate appelle l'adversaire suivant. Elena est vaincue en quelques secondes, et Isolate la considère comme une mage faible. Elena est emmenée à l'infirmerie. La sainte, Esther, a tenté de passer son tour. Car elle ne voulait pas affronter la professeure et la blesser. Isolate accepte de la laisser passer cette fois-ci. Mais elle fait bien comprendre à la jeune fille que ce ne sera pas bien vu. Elle appelle alors l'adversaire suivant. Frey se lève avec assurance. Et s'avance avec son épée. Isolate dit au vétéran qu'elle va corriger son mauvais caractère aujourd'hui. Le combat commence. Et la professeure ne s'attendait pas à une telle force de la part de l'élève. Les épées s'entrechoquent, et elle est propulsée en arrière. Isolate éprouve des difficultés avec sa lame. Les élèves sont choqués de voir leur professeur en difficulté. Soudain, l'épée de celle-ci s'envole. Ce qui entraîne sa défaite. Astrade crie aussitôt que le pendentif en est la cause. Et qu'il émane d'une aura démoniaque. Le protagoniste s'attendait déjà à l'accusation. Et lui dit de le vérifier. Astrade illumine le pendentif avec une énergie bénie. Et confirme la nature démoniaque de l'objet. Les élèves disent que c'est impossible. Que le fils d'un duc puisse utiliser la magie noire. C'est quelque chose de très mal vu à l'académie. Frey gagne 2000 points grâce au jugement de ses camarades. Il a trouvé le meilleur et le plus sur des endroits pour ses manigances. Maintenant, Isolate veut parler du pendentif démoniaque. La scène change, et on les voit entrer dans une salle de classe pour un entretien privé. Isolate lui demande comment il ose apporter un artefact de magie noire illégale à l'académie. Le protagoniste répond que c'est exagéré de dire ça. Car ce n'est qu'un simple objet. L'enseignante sent que quelque chose ne va pas avec Frey. Il a toujours été si compréhensif. Mais maintenant il a complètement changé. Le protagoniste s'en veut d'inquiéter l'enseignante. Malgré tout, il ne peut pas s'arrêter. La seule façon de devenir fort est de gagner des points. Frey dit alors à l'enseignante qu'il a changé parce que seul un idiot peut vivre une vie honnête. Isolde décide de ne pas le punir à condition qu'il l'emmène au magasin. Où il a acheté cet objet. Le protagoniste répond qu'il peut l'Y emmener demain. Et ajoute que c'est parfait car il veut acheter d'autres articles. La femme se gratte la tête avec impatience, expliquant qu'ils ne vont rien acheter. En fait, elle veut détruire le magasin. Le protagoniste n'écoute pas et prend congé. En disant que demain, ils iront au magasin. L'enseignante ne cesse de se répéter. Que Frey n'est plus le même. Quelques minutes plus tard. Le protagoniste est retourné au dortoir et a trouvé Kanya. Il s'allonge sur le lit et lui demande ce qu'elle tient. Kanya dit que c'est un chat en peluche. Elle l'a eu de sa petite sœur. Le protagoniste répond que c'est ridicule. Et lui dit d'aller dormir. Quelques heures plus tard, Frey vérifie si Kanya dort. Il attend toujours que la jeune fille s'endorme pour reconstituer sa force vitale. Le protagoniste fait cela sans savoir que ce chat en peluche joue un rôle essentiel. Kanya a utilisé la magie noire pour prendre le contrôle de la vision de l'œil du chat. Son objectif était de découvrir pourquoi Frey crachait un liquide rouge. Il ne voulait pas en dire la raison. À ce moment-là, la jeune fille fait semblant de dormir et sa conscience entre dans le corps du chat en peluche. Soudain, Frey soulève sa blouse, révélant le ventre de la jeune fille. Elle est incrédule, pensant que c'est un pervers. Kanya se promet qu'elle lui infligera autant de douleur que possible. Au protagoniste dès qu'elle retournera dans son corps d'origine. Mais elle réalise vite que ses mains sont immobiles. Jusqu'à présent, aucun mouvement n'a été vu. Mais Kanya est sûre que ce scélérat montrera son vrai visage. Et que quelque chose de mal va arriver. À cet instant, le protagoniste finit d'envoyer la force vitale et se repose ensuite. Il se dirige vers le chat en peluche. Kanya est désespérée, se demandant si elle a été découverte. La jeune fille était sûre que sa magie noire ne serait pas découverte. En fait, Frey voulait juste complimenter le chat en peluche, en disant qu'il était vraiment magnifique. Il préférait ne pas le dire devant Kanya, car il voulait qu'elle reste. Avec l'idée qu'il était un méchant à ce moment-là. Le protagoniste touche le centre du ventre du chat et attend qu'il fasse du bruit.
Kanya a été forcé d'agir comme un ours en peluche. Le lendemain arrive enfin. Le protagoniste se reveillent en entendant Kanya se plaindre de maux de ventre. Elle court aux toilettes pendant que Frey hurle que c'est dégoûtant. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Le système lui notifie qu'il a gagné 200 points. Et est maintenant passé de débutant à novice. Le nombre d'objets à acheter dans la boutique a également augmenté. À ce moment-là, le système envoie une nouvelle annonce. C'est une mission de scénario principal. Frey doit empêcher l'attaque contre le dortoir des roturiers et capturer le coupable. La récompense, c'est l'augmentation de niveau. Et la pénalité est une petite réduction de son espérance de vie. Frey pense que la mission est parfaite car il avait précédemment fait une promesse à la professeure. Sodane. C'est Pan. Isolé demande aussitôt ce qu'une fille fait dans la chambre de Frey. Kanya répond calmement que elle a été autorisée à partager la chambre du jeune maître en tant que son majordome. Mais la professeure n'accepte pas cela et demande à son tour pourquoi le protagoniste a choisi une fille au lieu d'un garçon. Frey saisit l'occasion pour embarrasser la professeure et gagner des points. Ou attend le mariage. Isolé est paralysé, ne sachant que répondre, tandis que Kenya tente de dire que rien d'indécent ne se passe dans cette chambre. Freya bénéficie de quelques points et demande si la professeure ne pense pas qu'il serait mieux de parler dans un endroit isolé. Quelques minutes plus tard, les deux sortent de l'école en portant des déguisements. La professeure trouve l'endroit étrange et lui demande s'il est sûr qu'ils sont en route pour le magasin. Le protagoniste entre dans une ruelle sombre et lui dit de se taire. Isolette suit le garçon et se met à trembler. Frey comprend la professeure et ne peut la juger. C'est l'endroit le plus oublié de l'Empire. Et les gens y vivent dans la misère. Enfants et adultes fouillent dans les ordures pour trouver n'importe quelle nourriture. Le protagoniste suppose qu'Isolette ne s'attendait pas à une telle injustice et corruption de la part de l'Empire. Soudain, d'une voix autoritaire, la femme exige qu'il l'emmène au magasin. Immédiatement. Elle a l'intention de nettoyer toute cette zone après avoir détruit le magasin. Le protagoniste pointe droit devant lui et dit que c'est cette propriété. La professeure sort l'épée de son fourreau et dit qu'elle réglera ça en un instant. Donc il doit rester ici. Isolé entre dans la boutique et soudain, Frey entend un cri. Une femme et des enfants étaient traînés par deux hommes. Les ravisseurs disent que le patron sera satisfait d'un si beau bijou, faisant référence à la femme comme une marchandise. Le protagoniste sait déjà quel est l'objectif des ravisseurs et ne peut l'ignorer. Il suit les ennemis jusqu'à un magasin. Avec deux gardes à l'entrée. Frey s'approche de la porte et les gardes lui disent de partir. Les morveux n'ont pas le droit d'entrer ici. Le protagoniste tend un sac avec de nombreuses pièces d'or. Et les hommes le laissent rapidement entrer. À l'intérieur de l'établissement, il y a un catalogue de femmes. Frey ne trouve pas la victime qui a été traînée jusqu'au club. Il dit qu'il veut voir la vraie marchandise au lieu d'un tas de photos. L'employé refuse mais change d'avis lorsque le protagoniste lui tend un sac d'argent. Elle l'emmène dans la salle où les hôtesses attendent les clients. La zone est souterraine, à l'abri des regards des autorités. Le système avertit que les sbires du roi démon sont à proximité et qu'il doit rester sur ses gardes. C'est très suspect pour Frey. Les deux descendent des dizaines de marches. La femme dit que les produits sont là, et il peut regarder à sa guise. Les filles visiblement tristes derrière les barreaux appellent le protagoniste. Elles ont clairement été forcées de rester à cet endroit. À ce moment-là, l'agent demande si le client a besoin de quelques stimulants. Frey dit non et tourne son attention vers les filles. Il ne trouve pas les enfants qui ont été enlevés. Alors le protagoniste propose un autre sac de pièces de monnaie pour que la femme l'emmène vers les plus jeunes filles de cet endroit. Sans la moindre hésitation, la femme ouvre une porte cachée dans le mur de pierre et lui ordonne d'entrer dans le passage secret. Frey la repousse immédiatement d'un coup de pied et s'avance. Dans la pièce cachée, l'assistante tombe au sol, inconsciente. Le protagoniste arrive dans une pièce souterraine où des enfants sont piégés dans une cage. Il comprend ce dont le système voulait l'avertir, cet endroit a été créé par la reine Succube, dans le seul but d'utiliser les enfants pour réveiller le roi démon. Frey a su cela grâce au cercle magique sur le sol, les enfants seront utilisés comme sacrifice. La reine Succube arrive avec ses sbires, et il capture le protagoniste. Frey utilise la magie pour cacher sa véritable identité. Ainsi en quelques secondes, sa lame achève les soldats de la reine. La femme lui demande qui il est. Elle sait qu'elle sera bientôt décimée, et tente d'améliorer la situation, en disant qu'elle lui parlera du roi démon.
La reine succube propose même de coucher avec Frey. Toutes les nuits s'il la laisse en vie, mais le protagoniste la plaque contre le mur. Et l'épée traverse son corps. Il parle d'une voix calme, qui ne négocie pas avec les maudits qui se sont servis d'enfants. Tout le monde a été sauvé de l'établissement de divertissement pour adultes après le meurtre de la reine. Les enfants remercient le mystérieux héros. Le protagoniste leur dit au revoir et leur remet les pièces d'or. Le système notifie la récompense de la mission. Soudain, une petite fille nommée Glar s'approche du héros et lui demande comment il savait où se trouvaient les enfants. Frey réalise que Glar est la fille qui a été kidnappée dans la rue plus tôt. Il décide de lui donner la récompense. Le système a montré qu'elle pourrait être une mage à l'avenir, alors Frey lui a donné une bague magique pour l'aider à libérer son potentiel. Glar a dit qu'elle prendrait bien soin du porte-bonheur et a ajouté qu'elle voulait connaître le nom du héros. Elle aimerait lui rendre l'appareil pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Frey a seulement dit qu'elle pouvait le voir comme un homme qui jouait le rôle d'un héros. Il l'encourage à étudier la magie et s'en va. Glar porte la bague magique et promet qu'elle fera de son mieux pour être comme lui un jour. Ainsi, à l'avenir, elle le rencontrera et le remerciera personnellement. Frey était loin de se douter à l'époque, mais ce simple événement allait entraîner un changement considérable dans le futur. Quelques minutes passent. Et le protagoniste arrive enfin à la boutique où il était allé avec le professeur. Frey change rapidement de sujet, en disant qu'il est en retard pour la vente aux enchères d'objets de magie noire. La femme essaie d'obtenir plus d'informations de sa part et demande où la vente aux enchères aura lieu. Frey dit qu'elle a besoin d'un billet si elle veut entrer dans l'endroit. Isolde pense qu'il sera impossible d'y accéder. Mais le protagoniste dit qu'il a une solution. La scène change et on les voit tous les deux portant des capes. Pour ne pas être reconnus. Le professeur était embarrassé. Parce que la solution que le protagoniste disait avoir été de se faire passer pour sa petite amie. Elle a accepté parce qu'elle voulait voir la vente aux enchères de ses propres yeux. La vérité, c'est que Frey ne voulait pas aller seul à la vente aux enchères, et il n'y a pas de meilleure garde du corps qu'Isolde. Soudain, une personne en sweat à capuche à côté du professeur attire son attention. Le protagoniste est désespéré. Quand il se rend compte que c'est Kanya, mais il rencontre aussi une autre héroïne de son passé. La princesse Clara s'assoit sur le banc à côté de lui, comme si la situation n'était pas déjà assez mauvaise. En face du protagoniste se trouve la Sainte Astrade. Frey voulait un objet qui serait vendu aux enchères. Il semble que les trois héroïnes soient venues pour obtenir le même objet. L'artefact en question est un objet qui peut tout contrôler. À ce moment-là, le commissaire-priseur présente la pierre inconnue, qui détient un pouvoir si mystérieux que même l'expertise ne peut le percer à jour. C'est la pierre de domination, l'artefact le plus convoité de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Le système prévient que l'objet peut être utilisé pour soumettre la cible, manipuler son esprit et en prendre le contrôle total. Le protagoniste a besoin de la pierre pour accomplir la mission. Du premier scénario, il est donc le premier à enchérir de 15 pièces d'or. Frey, certain que la pierre est à lui, car la puissance financière de la plus grande famille ducale de l'Empire ne peut être sous-estimée. La princesse Clara offre 20 pièces pour l'artefact. Astrade enchérit de 10 000 pièces. Les enchères continuent. Et d'autres personnes augmentent la valeur de l'objet. Un homme masqué commence un duel d'enchères avec le protagoniste. Et ses offres sont extrêmement élevées, atteignant 55 000 pièces d'or. Le commissaire-priseur est choqué par la valeur car, à première vue, la pierre ne semblait pas si importante. La dernière offre est de 55 000 pièces. Et personne n'a le courage de payer un montant plus élevé. Alors Frey a remporté l'objet. L'adversaire du protagoniste était en colère. Kanya a également montré son mécontentement. Soudain, une fumée toxique a été libérée au-dessus de la tête de tout le monde. Les gens ont été recouverts de poussière, et Kanya a simplement couru vers la pierre que le protagoniste avait achetée. Frey a été surpris et a décidé de ne pas rester immobile. Il s'est couvert le nez pour ne pas respirer cette étrange fumée. Et s'est dirigé vers la servante. Le protagoniste a été empêché de prendre l'objet par la princesse Clara. Étonnamment, la princesse ne réalise pas qui il est. Les deux héroïnes lui disent immédiatement de couvrir ses jambes car elle a fini par perdre une partie de ses vêtements dans l'action. Clara est embarrassée par la situation et un personnage stéréotypé accuse le protagoniste de n'avoir rien changé. Il est toujours un serviteur du roi démon.
La sainte a récité sa prière pour contrôler Fray pendant qu'il essayait d'expliquer que ce n'est pas sa faute. Si les vêtements de la jeune fille ont été brûlés, la lumière verte envoyée par la sainte s'empare du corps du protagoniste, mais rien ne se passe. Et son objectif de neutraliser l'adversaire est vain. Estrada et Clara tentent une attaque conjointe. À ce moment-là, le vieil homme qui concourait pour la pierre inconnue marche calmement parmi les filles et rejoint le protagoniste. L'homme les dépasse avec une aura sinistre émanant de son corps. Soudain, les filles tombent au sol sans force et sans énergie. Fray regarde le collectionneur, sans comprendre qui il est. Mais il est clair que c'est quelqu'un d'assez fort pour neutraliser les filles. L'homme mystérieux est identifié par le système comme étant le démon Eucarius. Il rit, en disant qu'il ne pensait pas trouver le protagoniste à cet endroit. Puis il dit qu'il est venu ici pour récupérer la pierre de domination. Fray ment, en disant qu'il ne pensait pas que l'artefact était si puissant. Eucarius répond que la pierre est un outil qui peut renforcer son pouvoir. Le protagoniste se souvient d'un acheteur mystérieux qui a acheté la pierre de domination dans sa vie antérieure. Maintenant, il sait que l'acheteur est Eucarius. Pendant que les deux discutent, le professeur essaie de contenir Kanya et son pouvoir. Eucarius dit qu'il veut aussi participer au combat, alors il prend son épée, mais avant que l'homme puisse s'en rendre compte. Son corps est coupé en deux par le protagoniste. Fray a pris cette décision car il était plus facile de vaincre ce démon maintenant qu'après son évolution. Soudain, il se rend compte que le professeur est sur le point d'abattre sa lame sur la tête de Kanya. Il s'avère qu'Isalé n'a pas reconnu son élève, le protagoniste court pour sauver la servante. Du liquide rouge gicle de partout, Kanya est horrifié. En réalisant que quelqu'un a été touché dans le dos à sa place, le protagoniste la serre dans ses bras. Alors qu'il essaie de reprendre son souffle, Kanya tente de savoir si tout va bien. Avec ce héros mystérieux, Fray ne répond pas. Et ramasse son épée tombée au sol, la jeune fille continue de lui demander pourquoi il l'a sauvée. Mais le protagoniste est plus concentré sur le professeur, car elle a subi un lavage de cerveau. Par le pouvoir des eucaryotes, il craint de ne pas pouvoir la vaincre. Il est clair que le professeur est manipulé par la magie noire. Le protagoniste trouve une ouverture dans son attaque et utilise sa propre main pour frapper la nuque de la femme avec précision. Isalé tombe au sol, inconsciente. Fray pensait que ce serait suffisant pour briser le lavage de cerveau, il a donc décidé de s'enfuir. Avant d'être reconnu par Kanya, le protagoniste quitte la vente aux enchères et court parmi les autres acheteurs, mais sa vision commence à s'assombrir après le coup qu'il a reçu. Il essaie d'atteindre les dortoirs des étudiants avant de perdre connaissance. Quelques minutes plus tard, à la salle des ventes, la sainte Astéria et la princesse Clara se réveillent enfin. Au début, elles pensent que tout n'était qu'un rêve, mais elles trouvent bientôt la tête des eucaryotes. De plus, les filles réalisent que Kanya est aussi là. Clara dit que cela ne peut signifier que la magicienne a aussi les souvenirs de sa vie passée, puis elle demande si Kanya est une alliée ou une ennemie de Fray. La jeune fille répond qu'elle est une ennemie. Clara est heureuse et lui demande si elle veut rejoindre l'Alliance en préparation de l'assassinat de Fray. Kanya est surprise par l'invitation, Clara dit qu'Astéria a déjà rejoint l'équipe. Mais la sainte dit qu'elle n'a encore rien accepté. La princesse lui met la pression pour qu'elle participe, disant que tout se répétera s'il laisse Fray en vie. Clara ajoute que Kanya est une mage noire et un atout précieux pour le plan, donc ce sera bien pour tout le monde de bien s'entendre. La scène change pour le dortoir, le protagoniste a heureusement réussi à soigner une grave blessure. Il sait qu'il aurait pu être assassiné. Le serviteur du roi démon est apparu, et même les héroïnes se sont soudainement retrouvées. Fray est heureux d'avoir réussi à s'échapper. Il a également utilisé la magie pour changer son visage et sa voix, afin que personne ne puisse savoir que c'était lui. À ce moment-là, Kanya frappe à la porte et demande si elle peut entrer. Le protagoniste enfile rapidement sa chemise pour couvrir les marques. La servante entre et lui demande où il était. Fray bégaie, répondant qu'il est allé faire des courses avec le professeur Islo. Il dit qu'il est tard et qu'il va dormir. Kanya dit que c'est étrange, car elle a vu quelqu'un de très similaire à lui plus tôt. La personne couvrait son visage avec un masque. Mais l'épée qu'il utilisait semblait trop familière. Le protagoniste réalise qu'il peut être découvert et répond qu'il doit y avoir plusieurs épées comme la sienne qui traînent. Kanya, ne voulant pas en rester là, dit que l'étranger qui s'est enfui a accidentellement laissé tomber La broche de Fray. Le protagoniste est terrifié, tandis que la jeune fille ajoute que la broche se trouvait sur le sol de la salle des ventes.
Le visage de Kanya devint sérieux et elle continua de l'accuser d'être allé à la vente aux enchères. Frey rejette l'accusation, hurlant qu'il n'est allé nulle part. Il se cache sous les couvertures, espérant que la jeune fille le croira. Soudain, Kanya tire les couvertures et soulève sa chemise pour trouver le bandage dans le dos du protagoniste. Maintenant, il n'y a plus aucun moyen de cacher la vérité. Elle a trouvé la dernière preuve irréfutable que Frey était l'homme masqué. Maintenant, Kanya demande si c'est lui qui l'a sauvé. Soudain, le système notifie la pénalité du protagoniste après sa bonne action. La durée de vie et la vitalité de l'utilisateur ont été réduites. À ce moment, Frey ressent une forte douleur au cœur et tombe sur le lit en crachant un liquide rouge. Kanya s'inquiète pour son maître et devient encore plus désespéré en voyant ses yeux meurtris. Il perd soudainement connaissance. Kanya ne sait pas quoi faire. Elle ne peut pas simplement le laisser là pour mourir. Ce serait l'attitude initiale de la servante, et cela aurait du sens car elle ne voulait pas que Frey survive après tout ce qu'il a fait dans sa vie antérieure, mais elle hésite à l'abandonner parce qu'il l'a sauvé dans la salle des ventes. À ce moment, Kanya a une idée et utilise la magie noire pour explorer le subconscient de Frey. Elle s'attendait à y trouver les ténèbres et fut surprise de voir que c'était si limpide. Le subconscient des pécheurs et des malfaiteurs doit être plongé dans une obscurité profonde, mais le protagoniste semblait différent. À ce moment-là, elle trouve l'enfant Frey dans le subconscient. Kanya décide de ne pas baisser sa garde simplement parce que c'est un enfant. Après tout, le protagoniste enfant a une emprise absolue sur cet espace. Kanya l'enchaîne donc et utilise la magie des serments. Elle le force à répondre sincèrement à toutes ses questions. Le petit Frey dit qu'il répondra. Et ses yeux se remplissent de larmes. La première question de Kanya est « Pourquoi Frey l'a aidé ?» Le petit garçon répond que ce n'est pas tout. Le protagoniste a sacrifié sa propre force vitale pour la sauver. Kanya est choquée par cette révélation, et le petit garçon décide que les mots seuls ne suffiront pas à la convaincre. C'est à ce moment-là que plusieurs scènes du protagoniste envahissent l'esprit de la jeune fille, et elle l'entend dire qu'il a été forcé de décimer le monde entier, pour qu'à la fin, elle puisse se sacrifier et vaincre le roi démon. Elle voit aussi qu'il est rené avec les souvenirs du passé, et qu'il était maintenant déterminé à sauver tout le monde. De plus, Kanya réalise que Frey était son héros à la salle des ventes et que chaque nuit, il lui donnait un peu de sa force vitale. La jeune fille commence à pleurer, se sentant coupable d'avoir planifié son meurtre. Puisqu'elle a eu accès à ses souvenirs, elle se sent mal d'être la raison pour laquelle son état est si grave maintenant. Kanya ne peut retenir ses larmes et est réconfortée par l'enfant Frey. Il dit qu'elle n'y est pour rien et qu'il est prêt à endurer toute la haine. Kanya est expulsée du subconscient du protagoniste. Après ces mots, quelques heures plus tard, Frey se réveille enfin en se sentant mieux. Kanya est assise près du lit et le surveille. Le protagoniste, méfiant, lui demande si elle a découvert sa véritable identité et décide de tout lui raconter. Car il n'y a plus aucun moyen de le cacher. La jeune fille lui demande de bien vouloir tout raconter. Frey commence par dire qu'il a reçu pour mission de sauver le monde. Et qu'à cause de cela, il est lié par un vœu strict dans cette nouvelle vie. Il devient plus fort chaque fois qu'il commet un acte malveillant et perd une partie de son espérance de vie. Chaque fois que ses bonnes actions sont découvertes, c'est la raison pour laquelle il la traite si mal. Le protagoniste s'excuse, même s'il sait que ses mauvaises actions sont injustifiables. Kanya pense qu'il y a une justification, puisqu'il se trouve dans une situation inévitable. Elle admet aussi qu'elle sait que chaque nuit, il lui donne de la force vitale. Le protagoniste réalise que toute la vérité a été révélée, alors il lui demande ce qu'elle va faire désormais. Kanya répond immédiatement qu'elle le servira comme avant, jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Après tout, il lui a sauvé la vie aujourd'hui. Le protagoniste s'attendait déjà à cette réponse et lui a demandé de rester à ses côtés. Le lendemain, Kanya est invitée par les héroïnes à se retrouver dans un café à chat. La princesse Clara a l'intention de créer un nouveau plan maintenant qu'elle n'a pas obtenu la pierre de domination. Elle veut découvrir l'une des faiblesses de Frey pour l'empêcher de faire le moindre mouvement. Estrada crie que ce plan lui plaît et qu'il veut en finir avec lui de ses propres mains. Kanya n'assiste à cette réunion que parce qu'elle veut espionner les filles et protéger son maître. Mais elle pense qu'elle n'a pas grand-chose à faire pour l'aider, à part participer à cette conversation. La jeune fille reprend ses esprits, en se souvenant de Frey, et dit qu'elle préparera un sandwich en rentrant au dortoir. Plus tard, Kanya retourne au dortoir.
et demande à son maître si la nourriture est bonne. Il répond qu'elle est excellente, et avoue qu'il se sentait mal de ne pas pouvoir la complimenter sur la nourriture qu'elle prépare. De plus, maintenant qu'elle connaît l'existence de la force vitale, c'est plus facile car ils peuvent le faire le matin. Kanya pose la question. Et le protagoniste pose ses mains sur son ventre, la force vitale est envoyée. Frey est blessé durant le processus et Kanya s'en rend compte, c'est entièrement la faute de la pénalité. Parce qu'il est en train de faire une bonne action. Soudain, Kanya ressent une vive douleur à l'estomac et se tord. Frey dit qu'il semble que la raison soit que le mana stellaire et la magie noire sont entrés en collision. Il essaie d'envoyer la force vitale sans que les deux ne s'entrechoquent. Le protagoniste y parvient et Kanya le remercie, mais elle réalise que quelque chose s'est mal passé. Une énorme tache est apparue sur le bras de Frey, il dit que tout va bien. Et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que cela reviendra probablement à la normale. Quand tout ça sera terminé, alors il vaut mieux oublier et aller en cours. La scène change, un peu plus tard. Isola prévient les étudiants que les examens de mi-semestre se dérouleront sous forme de combats individuels. Le protagoniste est un peu inquiet. Car actuellement, son corps est dans un état déplorable. Au moins, ses objectifs ont été atteints jusqu'à présent sans problème, l'important est d'accumuler autant de points que possible à l'académie. À ce moment, le système envoie une nouvelle mission. Il doit combattre Elena pendant les examens de l'académie. Le protagoniste se souvient que dans le passé, plusieurs nobles avaient perdu contre elle lors des examens, et c'est pourquoi il avait décidé d'attaquer le dortoir des roturiers, mais il pense que ce destin peut changer. En fonction de ses choix, il peut gagner ou perdre, ou même fuir le combat contre Elena. De plus, cette mission n'a aucune pénalité en cas d'échec, ce qui laisse Frey libre d'essayer d'improviser. Mais il choisit d'être à nouveau un méchant dans cette nouvelle mission. Pendant que le garçon réfléchit, la professeure Isola explique aux étudiants que tout le monde doit se donner à fond, pour ne pas être embarrassé devant les autres. Le protagoniste pense que le problème ne sera pas de combattre Elena, mais d'empêcher ces nobles de s'en prendre. Au dortoir des roturiers. Une fois le cours terminé, Elena et son amie se sont fait insulter par les nobles. Les filles ont reçu des coups de pied et des injures. Le protagoniste s'approche et demande ce qu'ils sont en train de faire. Les nobles, évidemment, traitent Frey comme leur supérieur car il vient de la famille ducale. Ils disent qu'Elena reçoit une punition. Le protagoniste se joint aux nobles. Pour gagner des points, il profite de l'instant pour proposer un duel. Pendant les examens, le vainqueur choisira ce que le perdant devra faire. Arian ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Elena accepte sans réfléchir à deux fois. Car elle veut se débarrasser de ces maudits nobles. Le protagoniste dit qu'il lui donnera 1000 pièces d'or si elle est la gagnante, mais que si elle perd, elle devra devenir sa servante. Frey est confiant qu'elle acceptera le défi. L'ami d'Elena pense que c'est une mauvaise idée. Car l'archimage n'a pas encore retrouvé toute sa force. Malgré tout, elle accepte le défi. Les deux prêtent serment en utilisant un artefact magique en forme de crâne. L'union des épingles forme une chaîne liée au cœur des adversaires. Le protagoniste demande avec un sourire au visage si elle sait ce qui peut arriver si le vœu est brisé. Il conseille de préparer le cercueil à l'avance, et les nobles ne cachent pas leur excitation. Et la fille aux cheveux blonds ne peut s'empêcher de tomber amoureuse de Frey. À ce moment-là, le protagoniste avertit les nobles de ne pas mettre la main sur les filles. Il part après ces mots. Le premier plan a fonctionné. Le problème c'est que Frey veut perdre le combat contre Alina, mais elle est à court de mana. Il semble que perdre exprès ne sera pas si facile, ce qui fait penser au protagoniste que le meilleur scénario sera de lui donner du mana. Frey analyse ses options dans la boutique du système et achète du mana. Il se demande s'il devrait acheter quelque chose en plus. Le protagoniste a une idée de ce qu'il faut acheter puisqu'il devra mentir. Après l'achat, il se met à crier qu'il est une femme. Estrada entend les cris et court vers lui. La fille se demande si elle a bien entendu et dit qu'elle a maintenant un avantage. Le protagoniste est paralysé, réalisant que son achat n'a pas fonctionné comme prévu et qu'il a été entendu par une ennemie. Il craint que la fille ne répande cette information à trop de gens. Frey tourne son attention vers Elena et se cache dans des buissons pour ne pas être vu. Arian conseille à son ami de ne pas se battre car elle n'en a pas la force. L'archimage répond qu'elle n'a besoin que de porter un seul coup. Frey est ému par la quantité d'efforts qu'elle déploie pour gagner. Soudain, un bruit attire son attention et il voit Elena créer une puissante sphère de feu. Avec une faible quantité de mana, mais elle tombe au sol peu après,
à bout de force. L'ami conseille à la mage de tricher. Elle assure que Frey utilisera un artefact interdit, donc. Elena n'a qu'à acheter aussi quelque chose de secret. Le protagoniste remercie secrètement Ariane pour avoir suggéré une telle chose, mais Elena n'est pas d'accord avec son amie. Et dit qu'elle gagnera à la loyale. Les filles retournent à l'école. À ce moment-là, un oiseau livre un parchemin à Frey. La lettre dit qu'elle connaît son secret. Et qu'il doit suivre les ordres à la lettre. La lettre vient de la Sainte Astrade. Et la fille a signé de son propre nom, qu'elle a griffé. Le protagoniste court vers l'église. Après avoir reçu la lettre, Astrid l'attend à l'intérieur. Frey trouve cela étrange, car si la fille connaissait vraiment son secret, il serait déjà en train de cracher un liquide rouge, mais rien ne s'est produit jusqu'à présent. Soudain, Astrid prend un uniforme de servante à la caisse et dit que cela va à Frey. Après tout, il est une femme. La fille ajoute qu'elle gardera tout secret. Si Frey porte ce costume de servante et obéit à ses ordres pour le reste de sa vie. Le protagoniste est soulagé que la fille ait tout mal compris. Il lui dit de dire ce qu'elle veut, Astrid essaie de l'empêcher de partir. Frey lui retire les mains, et elle le serre dans ses bras par derrière. Attrapant. Le protagoniste crie plusieurs fois qu'il est un homme, tandis qu'Estrada dit que c'est normal qu'une femme touche le corps d'une autre femme. Les deux se battent et la fille se blâme d'avoir franchi la ligne. Frey décide de partir avant que les choses ne s'aggravent. Soudain, une lumière verte s'approche de son corps et le protagoniste est pris par surprise par le coup. Il tombe au sol et Estrada lui dit quelque chose. Avec des larmes aux yeux, elle confesse que Clara promet de trouver ses faiblesses et de le montrer, donc Estrada a pensé à l'arrêter pour que rien de mauvais n'arrive. Mais le protagoniste n'a pas coopéré, et c'est pourquoi elle est forcée de le faire. La magie de Santa met Freya inconsciente, elle pense qu'il n'est pas vivant, et dit que c'est la seule issue. La fille ne voulait pas vivre avec la culpabilité. Alors elle a décidé de ne pas rester en vie et était sur le point d'utiliser sa magie contre elle-même. Quand soudain le système envoie une alerte à Frey, l'utilisateur peut être protégé d'un piège une fois par jour. Le protagoniste se réveille bientôt et crie à la fille d'arrêter. Astrid se demande s'il est encore en vie. Elle est prête à utiliser son pouvoir à nouveau. Quand Freya appuie sur le bouton d'enregistrement de son uniforme, montrant l'enregistrement d'Estrada disant que Clara. Freya demande si elle sait ce que les gens penseront quand ils apprendront que la Sainte est la troisième princesse. Travaillent ensemble pour éliminer le fils d'un duc. Cette rumeur mettrait fin aux vies des filles. La menace était suffisante pour qu'Estrada revête l'uniforme qu'elle avait préparé pour le protagoniste. Maintenant, elle suivait ses ordres, Frey force la fille à nettoyer l'église. Pour la 6e fois, tout en la menaçant avec un enregistreur. Elle tombe au sol, disant qu'elle ne s'occupe pas bien des actions domestiques. Frey, avec un regard malveillant, suggère qu'elle échange ce travail contre des corvées nocturnes. Estrada répond qu'elle préfère que les rumeurs se répandent plutôt que de laisser cela se produire. Soudain la jeune fille se fait gifler, puis le protagoniste lui hurle d'aubé. Il perd le contrôle. Estrada demande comment il a pu changer autant. Elle se souvient que Frey était un bon garçon et l'a aidé chaque fois qu'il le pouvait. Il lui avait même donné une potion de guérison dans le passé. Estrada décide de mettre ses souvenirs de côté. Le système l'informe que la fille est en colère. Le protagoniste regrette que le peu d'affection qu'elle avait pour lui ait disparu. Mais il ne peut s'empêcher de la traiter de cette façon. À la fin de la nuit, le protagoniste est retourné au dortoir. Kanya l'a accueilli chaleureusement et a remarqué une forte odeur d'alcool sur ses vêtements. Frey, un peu étourdi, a répondu qu'il n'avait rien à craindre, car il avait l'habitude de boire. Alors, il a suggéré de transférer la force vitale avant de dormir. Connie a accepté et a commencé à déboutonner sa blouse, mais le protagoniste, le visage rouge, a dit que le transfert d'énergie ne devait pas nécessairement se faire exactement par le ventre. La fille est embarrassée, réalisant ce qu'il veut dire après quelques échanges de regards. Kenya trouve plus confortable que le transfert d'énergie se fasse par le dos. Frey acquiesce et commence rapidement le travail. Il demande si elle est entrée dans son subconscient. Kenya dit que oui. Le protagoniste sourit et dit que cela a du sens. Qu'elle ait essayé de l'aider dernièrement, mais cela ne l'inquiète pas. Qu'elle ait pensé à le finir à un moment donné. Après tout, il a fait beaucoup de mauvaises choses dans le passé. Kenya ne peut s'empêcher de se sentir coupable même en entendant cela. Elle pense que même lorsque Frey a décimé le monde entier, il a continué à l'aider dans le passé et le présent. Avec de l'énergie vitale. Plus tard dans la nuit, Kenya se rend compte que Frey fait un cauchemar.
Elle ne sait pas comment arrêter ses rêves funestes. Soudain, le chat en peluche attire son attention. Elle se souvient qu'elle a imprégné cet objet d'énergie sombre. Et pourrait l'utiliser pour aider le protagoniste, alors la jeune fille ferme les yeux et entre dans le rêve de Frey. Mais sous la forme d'un chat, elle essaie de comprendre ce qui tourmente le maître. Et commence à le suivre. Le protagoniste prend le chat dans ses bras. Quand soudain, son attention est attirée par des gens. Il observe la scène en cachette. C'est une vision du moment où Frey a aidé la Sainte Estrade avec une potion. La jeune fille pensait que le noble ne le faisait que pour l'utiliser. Alors elle lui a crié de rester à l'écart. Le protagoniste imagine que c'est un rêve. Ce qui est étrange, c'est qu'il a rencontré Astrade dans l'église, mais la vision se déroule dans une ruelle sombre et brumeuse. Le garçon, Frey, conseille à Astrade d'accepter la potion et de se réfugier dans l'église. Il lui indique également l'endroit. Après cela, il s'en va pendant que la sainte essaie de poser quelques questions. Elle est seule et ne comprend pas pourquoi quelqu'un l'aiderait sans rien demander en retour. À ce moment-là, le brouillard se dissipe et la vision du passé se fige. Le protagoniste trouve ce rêve complètement étrange. Car Astrade s'est transformée en pierre après la fin du brouillard. Frey se rend vite compte que la vision était trop vivace. Pour n'être qu'un simple rêve. Il en vient à la conclusion que la vision, en fait, s'est réellement produite et que quelqu'un a manipulé ses souvenirs. En réalité, il a rencontré Astrade dans une ruelle. Mais quelqu'un l'a convaincu qu'il s'était rencontré à l'église. Le protagoniste n'arrive pas à sortir du rêve. Quand soudain ce brouillard revient et que Kanya commence à faire du bruit. Frey a un mauvais pressentiment. Soudain, tout devient rouge. Et un esprit apparaît, attaché à un tronc d'arbre avec de graves blessures d'épée. Juste après, le protagoniste tombe d'une falaise au milieu des ténèbres. Il commence à perdre connaissance et une voix lointaine l'appelle par son nom. Puis Frey revoit Astrade. La jeune fille l'accuse d'être un criminel. Et un rire effrayant sort de sa bouche, puis elle met fin à ses jours. Et le protagoniste a l'air horrifié. Clara apparaît bientôt derrière lui et lui prend l'épaule. Frey se demande pourquoi il est taché de rouge. Kanya et Selena sont aussi dans le rêve. Blessés et assoiffés de vengeance. Le protagoniste est lentement consumé par les héroïnes. Et aspiré dans un espace sombre. Kanya, sous la forme d'un chat, tente de récupérer son maître. Elle craint qu'il ne soit assassiné dans ce rêve, mais Kanya ne peut pas faire grand-chose dans un corps de chat. Elle finit par lâcher la main du protagoniste, et il est emporté à travers l'espace sombre. Jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau. Tout devient clair. Et Frey se demande quel est cet endroit. Il est beaucoup plus lumineux que l'endroit qui est apparu. Au début du rêve. Soudain, une voix douce l'interpelle. C'est sa mère. La femme est illuminée par une vive lumière blanche qui masque son visage. Mais Frey reconnaît la voix. Sa mère dit qu'elle va lui donner quelque chose. Pour qu'il ne soit plus tourmenté par les cauchemars pendant un certain temps. C'est son dernier cadeau pour Frey. La femme ajoute que le protagoniste devrait penser aux personnes qu'il veut protéger, surtout lorsqu'il emprunte le chemin épineux qu'il a décidé de suivre. Après ces mots, la mère disparaît. Et le protagoniste se retrouve à regarder des étincelles exploser dans le ciel. Kanya parvient à se réveiller du rêve et crie le nom de Frey. Il s'était déjà réveillé il y a un moment et avait pris quelques notes sur papier. Le protagoniste réalise que la jeune fille a envahi son cauchemar. Et lui demande si elle était ce chat. Kanya répond que oui et s'excuse d'avoir été inutile. Le protagoniste dit simplement qu'il est heureux car il a rencontré sa propre mère dans le rêve. Et qu'elle lui a donné un conseil. Il devait simplement se souvenir de ce qu'il voulait protéger. Quand il se sentait piégé. Mais honnêtement, le protagoniste ne sait pas s'il peut y croire. Car ses souvenirs ont été manipulés. Frey ne sait même pas s'il peut faire confiance au livre des prophéties. Il se couvre les oreilles, se sentant perdu. Kanya le serre dans ses bras. Elle lui dit calmement qu'il peut lui faire confiance, et ajoute que le protagoniste est peut-être confus en ce moment. Mais il sait que son objectif est de protéger les gens qu'il aime. Et qu'il doit suivre son cœur. Frey pleure d'émotion. Et imagine que même s'il échoue, ses efforts ne disparaîtront pas. Quelques jours plus tard, l'épreuve de Miss Mestre a lieu. Isolé appelle les pairs qui vont combattre. Le protagoniste est heureux d'avoir pu se préparer à combattre Elena. Il a acheté autant de transferts de mana qu'il le pouvait. De plus, il s'est beaucoup entraîné au combat au corps à corps avec Kanya, il est donc confiant à ce moment-là. Isolé invite Clara et Esther à combattre. Le duel commence.
Et la sainte est la première à lancer le sort. Clara crée une barrière magique de protection. Sans que cela ne pose de problème, le protagoniste admire les deux jeunes filles. Mais sans que Clara prépare quelque chose. Il avait raison. Car Esther avait bloqué la boule de feu de Clara, ce qui a fait dévier le coup. Et l'a envoyée vers le protagoniste. Frey n'arrive pas à saisir son épée à temps. Mais le professeur s'interpose et Rika détruit la sphère de feu d'un tir. Elle dit sérieusement aux filles qu'elles seront disqualifiées si l'attaque est intentionnelle. Toutes les deux décident de mettre fin au combat au plus vite et de régler cette affaire plus tard. Cette fois, elles se battent avec la puissance magique concentrée dans leurs poings. Estrada encaisse le plus gros des coups et est touchée en plusieurs points sur son corps. Puis tombe au sol de douleur, et Clara remporte le duel. Le duel suivant oppose Frey et Elena. Kani souhaite bonne chance au maître, et il répond qu'il est confiant. Elena le traite d'ordure tout en faisant apparaître des flammes dans ses mains. Le protagoniste tient fermement son épée et, un sourire aux lèvres, dit qu'il mettra un terme à son assurance. Isolate donne la permission pour que le duel commence. Frey est surpris par cette boule de feu lancée en même temps. Visiblement, Elena est dépassée par l'utilisation d'une si grande quantité de mana. Le protagoniste est agacé qu'elle agisse de manière si imprudente et décide de lui donner une leçon. Elena est frappée au visage par un coup de poing et tombe au sol. Alors qu'ils utilisent tous les deux des pouvoirs magiques, Frey profite de ce moment pour partager du mana avec la jeune fille à son insu. Pendant qu'il l'immobilisait au sol, son dos fut touché par une boule de feu. Le protagoniste tombe au sol et insulte Elena. Elle réussit enfin à se libérer et invoque de nouveau les sphères de feu, préparant une nouvelle attaque. Frey attendait cela avec impatience. Mais la jeune fille s'est simplement effondrée au sol, vaincue après avoir utilisé autant de mana. L'enseignante commence un décompte de 10 secondes. Le protagoniste remportera la victoire si Elena ne se relève pas à temps. Frey était désespéré car son plan était de perdre contre Elena. Il réfléchit à un moyen de réveiller la jeune fille. Soudain, un cercle magique se créa sous ses pieds. Le protagoniste se relève vivement du sol quand il réalise qu'il s'agit d'un sort de téléportation. Frey disparaît avec Elena dans une explosion verte, laissant tout le monde dans l'inquiétude. Les étudiants ne se sentent pas en sécurité, et l'enseignante déclare qu'elle n'a eu connaissance du piège qu'au moment où le cercle s'est activé. La panique se propage parmi les gens. Arian tient un parchemin dans ses mains et se demande si ce n'était pas un cercle de guérison. Pendant ce temps, le protagoniste réapparaît avec l'archimage dans un lieu totalement étrange. Il est agacé par la situation car tout a mal tourné. De plus, il a été téléporté dans un lieu inconnu. Avec une fille inconsciente, il y a probablement des monstres dans cette forêt. Et Frey pense qu'elle ne devrait pas survivre longtemps. Il se demande bientôt qui a pu causer tout ça. Puis l'image d'Ariane lui vient à l'esprit. Le protagoniste se souvient qu'elle tenait un parchemin pendant le duel, mais il pense qu'il vaut mieux laisser cette affaire pour plus tard. Il est important de trouver la sortie d'abord. Le protagoniste fait appel à l'inventaire du système et cherche quelque chose d'utile. Le garçon trouve bientôt le masque et décide de l'utiliser pour cacher sa véritable identité. Peu après, il secoue Elena et lui crie de se réveiller. L'archimage ouvre lentement les yeux, et le protagoniste dit que cet endroit est très dangereux. Ils doivent s'échapper au plus vite. Elena demande quel est cet endroit. Le protagoniste utilise le pouvoir du masque pour ne pas être identifié et dit que la jeune fille a été enlevée par Frey. Tout ce qu'il veut, c'est continuer à être perçu comme un méchant, alors ça ne le dérange pas de mentir. Elena lui demande qui il est. Le protagoniste ment, disant qu'il était un officier du renseignement de la famille Starlight avant d'être abandonné dans cette forêt. C'est arrivé parce qu'il a contredit Frey. Elena croit au mensonge, sans savoir qu'elle parlait à Frey lui-même à ce moment-là. Le protagoniste suggère qu'il se cache quelque part avant que son ravisseur ne revienne. Elena trouve l'histoire de cet homme mystérieux convaincante, mais sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Car il agit avec une telle précipitation. Puis l'archimage refuse son aide et dit qu'elle s'en sortira seule. Elle croit vraiment pouvoir survivre dans cette forêt, avec les 10% de mana restants dans son corps. La jeune fille réalise bientôt que son choix était imprudent. Un ours géant les a trouvés et a commencé à attaquer. Frey sort l'épée de son fourreau et tranche l'adversaire en deux. Puis il demande à nouveau si Elena veut y aller seule, avant qu'elle n'ait la chance de répondre. Plusieurs gobelins sortent des buissons en brandissant des épées. Le protagoniste tire la jeune fille par le bras et lui dit de courir. Quelques minutes plus tard, ils échappent aux gobelins et poussent un soupir de soulagement.
Elena demande pourquoi il y a un monstre de haut niveau ici. Fry répond Qu'il y a toutes sortes de monstres dans cet endroit. Soudain, il crache un liquide rouge. C'est la punition pour avoir fait une bonne action. Elena s'inquiète et il ment, disant qu'il a une maladie chronique. L'archimage a pensé à lui enlever son masque pour l'aider à respirer, mais le protagoniste l'a repoussé et a dit que tout allait bien. Alors Elena décide de chercher des fruits pour eux. Avant de partir, elle se présente. Frey lui conseille de ne pas trop s'éloigner et elle accepte. Peu de temps après, Elena s'enfonce plus profondément dans la forêt. Le protagoniste s'assoit par terre, tout en se disant qu'il doit remercier ces monstres. Il n'y aurait pas eu d'autre moyen de convaincre Elena de l'accompagner. Maintenant, Frey peut vérifier la mission double. Rien ne s'est passé, car l'Académie reporte la décision. Heureusement, la mission n'a aucune pénalité. Donc le protagoniste est confiant que sa seule préoccupation est de sortir de cette forêt. Ce n'était pas aussi facile qu'il l'imaginait. Le protagoniste continue de chercher la sortie. Même après 3 jours perdus dans la forêt. Pendant ces jours, ils ont trouvé de la nourriture par eux-mêmes. Et ont évité le chemin des monstres. Pendant 3 jours, il n'y a pas eu de problème majeur. Et ils sont arrivés en toute sécurité près de l'entrée. C'était la dernière nuit dans la forêt. Et le protagoniste a attrapé un sanglier pour impressionner la jeune fille, mais elle était inquiète pour son état. Frey a confirmé qu'il n'avait aucun problème et qu'il n'avait trouvé aucun monstre. En chemin, Elena change de sujet et lui demande de quitter la forêt avec elle. Mais le protagoniste ment, en disant qu'il ne veut pas vivre en société. Donc il a l'intention de rester dans la forêt pour toujours. Frey continue de se présenter comme le méchant, responsable de les avoir mis dans cet endroit. Elena était prête à affronter Frey au sujet de l'homme au masque, mais le protagoniste a dit qu'elle devrait s'occuper d'elle-même. Il ajoute qu'il ne pense pas que ce soit mal de vivre ici et n'a aucune intention de partir. Elena finit par accepter et n'aborde plus le sujet. Frey profite de l'instant pour montrer quelques fruits étranges qu'elle a trouvés dans la forêt. L'un d'eux s'appelait le fruit du dragon de glace. Et le protagoniste dit qu'il en mangeait souvent quand il était enfant. Elena trouve cela suspect, car le nom dragon de glace a été inventé par elle et Frey quand ils étaient enfants. C'était un nom inventé, parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai nom à l'époque. Maintenant, elle a le sentiment que l'homme masqué est Frey. Soudain, le sol sous ses pieds se met à trembler et la jeune fille demande si c'est un tremblement de terre. Frey dit que c'est bien pire. Il se souvient que c'est l'endroit où l'armée du roi, démon élimine toutes sortes de monstres puissants. C'est à la fois un habitat et une décharge. Des monstres modifiés et des expériences avec des chimères malades se trouvent dans cet endroit. Le protagoniste a réussi à s'occuper de tous les monstres sauf du golem noir. Il pense aussi qu'il sera plus difficile de combattre et de protéger quelqu'un en même temps. Il encourage donc Elena à s'enfuir, puis prend l'épée et fend le vent. La jeune fille se tient derrière lui, attendant l'apparition du golem noir. Le protagoniste connaissait son ennemi. Il a entendu dire que le golem noir absorbe le pouvoir des ennemis vaincus et que l'armée du seigneur démon se régénère. En conséquence, la puissance de combat du golem est élevée, même si ses statistiques ne sont pas si hautes. Frey a pensé à utiliser le mana stellaire, mais cela révélerait son identité. À ce moment-là, le golem effectue une reconnaissance des cibles et comprend qu'il doit les éliminer. Une lumière explosive jaillit de sa poitrine en direction des adversaires. Le protagoniste utilise la barrière défensive pour se protéger, lui et Elena, puis il encourage de nouveau à s'enfuir. Elena ne voulait pas partir seule. Le golem prépare une autre attaque sur les cibles. Frey dit à l'archimage qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre, et qu'elle peut continuer sans lui. Le protagoniste ajoute qu'elle doit vivre pour détruire Frey en sa mémoire. Elena accepte ce geste et, avec un sourire, reçoit le sort de dissimulation de présence du protagoniste. Elle promet qu'elle achèvera Frey pour lui. Peu de temps après, la jeune fille s'enfuit des lieux. Le protagoniste loue sa propre performance et sent qu'il s'améliore de jour en jour. Maintenant qu'Elena est partie, il décide d'utiliser son véritable pouvoir pour vaincre ce golem. Le monstre recalcule l'itinéraire maintenant qu'il a perdu de vue la cible B. Le protagoniste ne laisse pas au golem le temps de se préparer et l'attaque avec sa lame acérée. Le monstre perd sa jambe et tombe au sol. Le système du golem réfléchit à des contre-mesures. Après avoir remarqué le déséquilibre, il doit protéger le noyau. Ensuite, des missiles sortent de l'armure du monstre et tirent en direction de Frey. Mais ils sont déviés par la puissante lame du garçon. C'est très éprouvant pour le protagoniste, et il comprend qu'il doit détruire le noyau de toute urgence.
Étonnamment, le système du golem choisit d'utiliser le code d'autodestruction. Frey est incrédule et court pour achever le noyau. Si le golem s'autodétruit, tout le monde dans la forêt sera anéanti. Cela signifie qu'Elena est aussi en danger. À ce moment-là, Frey atteint l'ennemi et transperce le noyau avec la pointe de son épée. Une lumière intense s'échappe de la poitrine du golem. L'instant d'après, une explosion dévaste la forêt. Heureusement, le golem a été éliminé. Mais le protagoniste a été grièvement blessé dans l'opération. Soudain, un corbeau de reconnaissance fait du bruit au-dessus d'eux. Probablement à cause de toute cette agitation provoquée à l'entrée de la forêt. Quelques arbres sont en feu, et le sol près du lieu du conflit a été détruit. Le protagoniste comprend qu'il doit s'éloigner d'ici le plus vite possible, surtout maintenant qu'il a perdu son masque. Frey est certain que la destruction attirera l'attention des gens, et qu'il sera reconnu s'il est vu à cet endroit, mais le protagoniste s'évanouit en essayant de marcher. Tout devient noir, une silhouette s'approche de lui, et le garçon est emporté dans ses bras. Peu à peu, le protagoniste reprend conscience et Kanya lui adresse un doux sourire, l'assurant que maintenant tout ira bien. Frey la serre dans ses bras et elle l'avertit qu'une calèche attend à proximité afin qu'elle puisse l'emmener au dortoir sans que personne ne s'en aperçoive. Le protagoniste cesse de répondre et perd à nouveau connaissance. La scène se déroule 2 jours plus tard. Frey se réveille après un certain temps d'inconscience et Kanya se réjouit car elle était déjà inquiète. Il demande bientôt ce qui s'est passé pendant ces jours. Kanya révèle que le secrétaire de l'académie a enquêté parce qu'il a été téléporté dans la forêt. Ensuite, il a été découvert qu'Ariane a utilisé un parchemin pour aider Elena et les a accidentellement envoyés à cet endroit. Au début, c'était censé être un parchemin de guérison, mais cela aboutit à ce désastre. Si le témoignage d'Ariane est confirmé, cela sera considéré comme un accident. Frey pense à la possibilité qu'un magasin ait vendu un parchemin contrefait. Alors, il a demandé à Kanya d'enquêter sur l'origine du parchemin. D'abord, elle dit que quelqu'un enquête déjà. Frey se souvient d'Elena et demande comment elle va. Kanya répond que la jeune fille a été retrouvée dans un village voisin et a été ramenée à l'académie. C'est un soulagement pour le protagoniste d'entendre cela. Kanya révèle que l'académie a décidé qu'il avait gagné le duel. C'est dommage car il voulait perdre. Au moins, il n'y a pas de pénalité pour cette mission. Frey décide de se reposer après tant d'informations. Kanya dit qu'il y a encore quelque chose qu'elle doit lui dire, elle n'a trouvé son emplacement dans la forêt. Que grâce au duc Rayon. Le protagoniste est choqué que son père ait joué un rôle là-dedans. Après tout, il voyageait avec Arya. Kanya répond que le duc s'est rendu à la tour de magie. Lorsqu'il a appris l'accident, il a découvert en quelques jours où menait le parchemin. Mais quelque chose d'inexplicable s'est produit en chemin, car il s'est évanoui. Le protagoniste est horrifié d'apprendre que son père reste inconscient. Kanya a su que son ami d'enfance se sentait mal et l'a immédiatement serré dans ses bras. Frey n'a pas pu retenir ses larmes. Quelques jours plus tard, la fin de la semaine est arrivée. Kanya a essayé d'empêcher le protagoniste de quitter le dortoir. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester au lit pendant que son père était inconscient, mais a assuré qu'il ne ferait rien pour surmener son corps. Kanya dit qu'elle comprend et prévient qu'Elena l'attend à l'extérieur de la chambre. La servante ouvre la porte. Le protagoniste dit bientôt à l'archimage qu'il a entendu dire qu'elle avait trouvé un type masqué dans la forêt. Frey prétend connaître l'homme mystérieux. Soudain, Elena s'agenouille devant lui, reconnaissant sa défaite. Elle dit qu'elle obéira à tous ses ordres et lui demande de libérer Ariane. Frey ne s'attendait pas à ce que la jeune fille vienne négocier si gentiment. Il a alors demandé à Kanya de préparer la calèche. Puis le protagoniste regarde la jeune fille avec un regard espiègle et dit qu'elle est maintenant sa servante. De toute évidence, Elena acceptera n'importe quoi. Frey s'en plaint, disant qu'il n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui obéit si docilement. Il ajoute qu'il réfléchira à ce qu'il doit faire de son ami. Après cela, il quitte le dortoir et monte dans la calèche. En chemin, le protagoniste l'informe qu'Elena lui a demandé de libérer Ariane. C'est problématique, mais il y a de nombreuses façons de demander, comme supplier ou soudoyer. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune raison d'y penser maintenant. Frey demande si Kanya va bien. Et si elle a utilisé la magie noire dans la forêt. Elle répond qu'elle l'a utilisée. Et que cela n'a en rien affecté sa vitalité, car c'était en petite quantité. Le protagoniste admet qu'elle est tout ce qu'il a. Elle est la raison de son sourire.
même dans ce monde horrible, mais il a besoin qu'elle soit prête à suivre n'importe quel chemin dangereux. S'il le faut. Kanya rougit à ces mots. Et répond qu'elle aidera le maître en tout. Frey lui fait comprendre que ne veut pas qu'elle risque sa vie. Il faut seulement que Kenya agisse. Au cas où il perdrait connaissance ou serait téléporté. La servante suppose qu'il n'y a aucun moyen de l'aider. Directement. Le protagoniste confirme et prend un artefact du système. Il dit que cet objet sera d'une grande aide pour Kadia. Quelque temps plus tard, Frey arrive au palais du duc. Et trouve son père inconscient dans son lit. Il promet à Rayon qu'il résoudra ce problème. À ce moment, Kani entre dans la pièce et lui demande s'il part déjà. Frey répond que oui. Il lui rappelle qu'il est perçu par les autres comme un fils idiot et déloyal. Rester ici trop longtemps ne fera qu'attirer une attention non désirée. Donc ils doivent se rendre immédiatement dans la chambre de Kadia. La mage accepte et l'emmène à la porte de la chambre. Elle dit qu'elle a endormi la jeune fille en utilisant la magie, parce qu'elle était sûre que celle-ci ferait un scandale en le voyant. Frey s'approche rapidement de Kadia et dit qu'elle ressemble de plus en plus à Kanya, mais que les capacités de la sœur sont à l'extrême opposé. Sans perdre de temps, le garçon sort l'élixir de potentiel latent. Contrairement à Kanya, Kadia manipule sa propre force vitale pour utiliser la magie noire. Et ses pouvoirs sont spécialisés dans le contrôle des mages noirs. De plus, elle peut également manipuler la magie noire des autres mages. Mais Kadia est encore très jeune, et seule une partie de ses capacités a été éveillée. Le protagoniste a donc utilisé l'élixir de potentiel sur la jeune fille pour l'aider à révéler le meilleur de ses capacités. Après avoir versé tout le liquide, le protagoniste se souvient que, selon le livre des prophéties, les résultats devraient être visibles dans environ une demi-journée. Alors que Frey s'apprêtait à partir, une jeune fille a crié, demandant ce qu'il faisait à Kadia. Soudain, un pouvoir magique bleu l'entoure et le projette en arrière. Frey se tient la tête de douleur, tandis que la nouvelle venue demande s'il y avait un aphrodisiaque dans cette bouteille. Le protagoniste fait face à Arya, qui était persuadée que son frère était quelqu'un de très mauvais, qui n'aurait pas dû revenir au château. Arya dit que leur père est tombé malade à cause de ce que Frey a fait, et que même ainsi, il ne pouvait s'empêcher d'avoir des pensées indécentes. Après tant d'accusations, Frey n'eut d'autre choix que de l'insulter. Il a utilisé des commentaires désobligeants envers sa sœur pour prendre l'avantage, disant qu'il n'y a pas de mal à mettre la main sur sa servante. Kadia n'était pas un objet pour qu'il lui parle de cette façon. Le protagoniste lui a rappelé que depuis que son père s'était évanoui, il était le chef de la famille Starlight. Cela signifie que tout le monde dans cette maison est sous ses ordres. Alors elle doit partir car il veut s'amuser. Arya se met à pleurer en entendant cela et le repousse, lui demandant de laisser Kadia tranquille. Sa sœur lui crie de redevenir la personne gentille qu'il était avant. Frey se contente de pousser la jeune fille au sol, puis dit qu'il s'arrêtera seulement pour aujourd'hui parce que c'est horrible de l'entendre pleurer. Après ces mots, Frey s'éloigne et obtient 300 points pour sa méchanceté. Arya reste au sol, se demandant ce qui lui est arrivé et ce qu'il est devenu. Le protagoniste est de l'autre côté de la porte. La vérité, c'est qu'il ne voulait pas la traiter ainsi. Mais il avait besoin de points. La scène se déroule un peu plus tard. Le protagoniste est retourné dans sa chambre au palais et s'est remémoré ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette comédie de jouer le méchant fonctionne avec les étrangers, mais il trouve difficile de faire cela avec sa propre famille. Kanya ne tarde pas à frapper à la porte et reçoit la permission d'entrer. Frey demande s'il s'est passé quelque chose, et elle répond qu'elle veut lui montrer quelque chose. Peu après, elle lui montre son mana sombre, expliquant qu'il est plus puissant qu'auparavant. Elle remercie le protagoniste pour son aide et ajoute que maintenant, même une tâche difficile, comme la création d'un clone, peut être facilement accomplie. Frey est impressionné par la qualité de son clone et pense qu'il sera utile de l'utiliser lorsqu'il devra s'enfuir quelque part. Il rappelle alors à la jeune fille ce qu'il lui a demandé auparavant, quand elle retournera à l'académie. Elle devra entrer dans le subconscient des roturiers du dortoir. Ce sera important pour eux afin d'accomplir la quête principale. Elena est déjà hors jeu. Car elle a juré obéissance, ils n'auront donc aucun problème à accomplir la quête. Soudain, un souvenir envahit l'esprit de Frey, et il se souvient que, jusqu'à présent, il n'a pas trouvé la 5e héroïne. Il semble que Selena ne soit pas encore rentrée de voyage. En ce moment même, sur le continent occidental, Selena se promène avec un ami, qui est assez intrigué par le chemin, car soudainement Selena a annoncé qu'elle se rendait aux ruines du héros d'il y a 1000 ans.
Selena surit Dousement. Et dit que ce chemin est un raccourci. Elle tient une lettre à la main. Et, un sourire aux lèvres, dit qu'elle est sûre que c'est frais. En plein milieu de la mission principale, Selena est impatiente de voir quelle tête il fera. Quand elle reviendra, puisqu'elle se souvient de tout. Le lendemain, la calèche arrive au palais de la famille Starlight. Arya regarde son frère partir avec de la tristesse dans les yeux. Frey et Connie montent dans la calèche. Il sait que dire au revoir à sa sœur ne lui apportera que de la peine, il est donc préférable de partir le plus vite possible. Kanya comprend et change de sujet. Elle dit qu'elle a besoin de connaître les détails de la première mission pour aider de la meilleure façon possible. Le protagoniste accepte de dire pourquoi la servante peut agir à sa place si quelque chose arrive. La première mission principale était de combattre Helena et de gagner. Il a réussi à résoudre cela facilement après l'incident, mais la mission n'est pas terminée. Maintenant, Frey doit capturer le coupable qui a l'intention d'incendier le dortoir des roturiers. La mission lui demande d'éviter le combat et de faire passer quelqu'un d'autre pour le méchant, devenant ainsi le cerveau de l'opération. Il croit finalement que tout ira bien, tant qu'il attrape le coupable. Après quelques conversations, le protagoniste choisit de chercher d'éventuels démons rôdant dans les dortoirs des roturiers. Kanya est surprise car elle pensait que le méchant était un noble. Frey dit que c'est aussi possible, mais que c'est une excellente occasion pour les démons d'envahir l'Empire. À ce stade, l'Empire est déjà complètement corrompu. Et le ressentiment des roturiers envers l'arrogance de la noblesse pourrait être l'étincelle qui manque pour que tout explose. Donc, il est presque impossible que la noblesse, sachant cela, ait encore le courage d'attaquer le dortoir des roturiers. Il y aurait certainement des révoltes dans tout l'Empire. Dans une telle situation, Kanya dit qu'elle ne voyait pas les choses de cette façon. Le protagoniste lui rappelle le livre des prophéties. Les sbires du roi démon agiront s'il ne fait rien. Donc, il faut d'abord trouver les démons déguisés en humains. Freya dit qu'elle a trouvé un moyen de raccourcir le chemin. La scène change pour les ruelles de l'Empire. Kanya et Freya ont mis des vêtements amples pour se déguiser. La jeune fille a utilisé un objet appelé le radar démoniaque pour les trouver parmi la foule. Le protagoniste a dit que l'artefact était très efficace, mais qu'il ne fonctionnait pas sur le roi démon, ni sur les démons de haut rang, mais ce n'est pas un problème car Frey est capable de voir leur niveau élevé. À travers la fenêtre système, Connie est soulagée d'entendre cela. Frey lui demande alors si elle a des informations sur cette enquête qu'il lui a demandé de mener sur Selena. La jeune fille admet qu'elle n'a reçu aucune nouvelle. Mais les unités des guerriers de l'ombre sont sur le terrain. Frey sait que Selena n'est pas une cible facile. Il sera impossible de la trouver. Si elle veut vraiment se cacher. Cela va de soi. Selena est l'héritière de la famille Moonlight, la famille qui s'occupe de tout l'espionnage et des missions d'assassinat de l'Empire. Quoi qu'il en soit, le protagoniste comprend que l'important maintenant est de trouver les démons. Il observe attentivement la ruelle jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose qui attire son attention. Il trouve les enfants qui ont été capturés par la reine Succube. Il semble qu'ils aient dépensé toutes les pièces qu'ils ont reçues du héros masqué. Frey a été naïf de penser que ses enfants utiliseraient l'argent à bon escient. Il imagine que la solution pour les sauver est de construire un orphelinat. Kanya est contre cette bonne action car son identité serait révélée. À ce moment-là, le protagoniste sort un appareil mesurant l'espérance de vie. Et l'affiche. C'était sa récompense pour avoir vaincu Helena. Le protagoniste a encore environ 4 ans à vivre. Il ne vivra pas longtemps. Et veut aider autant de personnes que possible pendant qu'il en a encore le temps. Kanya retient ses larmes et dit que dans ce cas, elle obéira au maître. Mais que l'orphelinat sera construit en son nom. Après ces mots, la jeune fille achète du pain. Et le partage avec les enfants qui vivent dans la rue. Frey est heureux. Car il sait que Kanya s'en occupera même quand il ne sera plus là. Maintenant, il a d'autres projets. Bientôt, il y aura un banquet dans l'Empire, et il a été invité à la place de son père. Le bon côté, c'est que le protagoniste a déjà une fiancée. Et n'aura pas à se soucier de repousser les filles. À ce moment, dans la demeure de la princesse Clara, sa mère essaie de la convaincre d'aller au banquet de l'Empire. Et de gagner le cœur du protagoniste. Cela aidera beaucoup la famille. Puisque le jeune homme est l'héritier du duc Rayon. Clara dit qu'elle ne veut pas. Mais sa mère répète qu'épouser Frey sera très important. Après ces mots, elle s'en va. Clara se dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de vivre avec ce maudit tueur. Plus tard dans la journée, le protagoniste est retourné à l'académie.
Ils ont enquêté dans quelques ruelles sombres de l'Empire et n'ont rien trouvé. Khania se souvient alors d'une lettre qui est arrivée pour son maître. Elle concerne le bal qui aura lieu la semaine prochaine. Il se met à la lire avec anxiété. Le message provient de l'empereur. L'homme lui ordonne d'annuler ses fiançailles actuelles avec Celaena et Marie-Clara. Le protagoniste reste figé. Et Khania semble aussi inquiète. Frey ne s'attendait pas à une tournure aussi soudaine des événements. Il avait lu dans le livre des prophéties à propos du second vœu, celui-ci était lié au mariage du premier empereur. Et de l'ancêtre de la famille Starlight. Soudain, le protagoniste est tiré de ses pensées. Par des cris féminins. Des jeunes filles disent avoir appris qu'il n'est plus fiancé. Alors vous cherchez sûrement une cavalière pour le prochain bal. Les jeunes filles sont impatientes d'être choisies. D'un côté, Frey pense que c'est un bon moment pour semer la zizanie et gagner des points, mais Khania l'interrompt. Et déclare que son maître a déjà une fiancée. Elle montre la lettre. Prouvant qu'il s'agit d'un ordre de l'empereur et qu'il est inutile pour les jeunes filles de le prendre personnellement. Les jeunes filles s'en vont, en déclarant qu'elles sont certaines d'épouser Frey à l'avenir. Khania est inquiète car elle sait que Clara veut éliminer le protagoniste. S'ils se fiancent, ils se verront plus souvent. D'un côté, Frey est content car maintenant, il peut saisir cette occasion pour tenir Céline à distance. Pendant ce temps, à la bibliothèque de l'académie, Clara n'a pas trouvé les informations qu'elle cherchait dans les livres. Peut-être se trouve-t-elle dans une archive secrète du palais royal, mais elle ne peut y entrer. Sans la permission de son père. Clara a aussi appris ses fiançailles soudaines avec Frey. Et c'est pourquoi elle voulait enquêter sur le vœu qui a servi de prétexte à ses fiançailles. Clara est une descendante de l'actuel empereur de l'Empire. Il y a 1000 ans, le roi démon a disparu et le premier empereur était son ancêtre. Deux familles ont apporté une aide précieuse à l'empereur. La première était la famille Starlight, qui a vaincu le roi démon et a obtenu un immense soutien de la part du peuple. La seconde était la famille Moonlight, qui s'occupait de diverses tâches de l'ombre en coulisses. L'empereur a accordé aux deux familles des droits extralégaux en récompense de l'aide reçue. Depuis lors, même l'empereur n'est plus autorisé à intervenir. Dans ses décisions, Clara trouve donc étrange que l'empereur annule simplement les fiançailles de l'héritier de la famille Starlight. La jeune fille est si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarque pas Frey. Il plaisante avec elle et lui demande à quoi pense sa femme. Clara prend peur puis demande s'il a du temps libre pour aller taquiner les gens. Le protagoniste répond qu'elle doit apprendre à vivre avec lui, car le mariage aura lieu bientôt. La jeune fille dit simplement qu'elle s'en va. Frey l'empêche de partir. Et dit que se marier n'était pas non plus dans ses plans. Tous deux sont entraînés par les luttes de leurs ancêtres d'il y a 1000 ans. Clara demande si le héros est au courant du second vœu secret, et il répond que oui. Il était écrit dans un document officiel que le premier empereur a perdu sa place légitime de consort de l'impératrice, alors il a fait un vœu pour que ses descendants ne subissent pas le même sort. Clara s'écrie que c'est ridicule. Frey dit que c'est tout ce qu'il a pu comprendre sur cette page de code. Il jette un papier à ses pieds et lui dit au revoir, en disant qu'il la verra au bal. La jeune fille demande avec colère s'il accepte d'être forcé à l'épouser. Le protagoniste répond qu'il n'a jamais voulu se marier, mais il sait qu'il y sera forcé. Quelle que soit sa partenaire. Il ne peut nier qu'il est heureux de l'épouser. Après tout, la princesse Clara est une personne sans pouvoir qui vivra sous ses ordres. La jeune fille ne sait pas comment agir à partir de maintenant. D'un autre côté, Frey s'attend à ce qu'elle comprenne ce qu'implique ce rôle. C'est un indice. Et elle est assez intelligente pour deviner le reste. Frey est certain qu'elle le remarquera et évitera le mariage. La scène se déplace vers un endroit lointain et inconnu. Une dame encapuchonnée et munie d'un bâton marche sur le chemin de terre en direction d'une maison isolée. Celaena accueille la vieille sorcière dans la résidence. La femme révèle enfin son visage et dit que Celaena est la seule personne qui appellerait le maître de la tour de magie de l'Empire à cette heure. Elle ajoute qu'elle n'a pas le temps de discuter et que la jeune fille doit être directe. La demande de Celaena est surprenante, même pour la sorcière expérimentée. Elle veut que sa mémoire soit effacée. Il ne s'agit pas d'un souvenir spécifique. Mais depuis un mois, la sorcière est incrédule face à ses paroles et s'exclame. C'est beaucoup, la jeune fille pourrait ne pas le supporter et en mourir. Celaena répond qu'elle est sur le point de découvrir la véritable identité du héros. Mais qu'il devient impossible de continuer à douter de lui. La sorcière ne comprend pas. Un traître mot de ce que la jeune fille raconte, et lui demande qui est le héros. Celaena ne répond pas et fait une autre requête.
Elle demande à la vieille femme de lancer un sort d'absolu. Obéissance sur elle. Celui à qui elle devra obéir est frère de Starlight. Celaena justifie sa demande en disant qu'elle pourrait finir par l'assassiner au bal. Si la sorcière ne le fait pas. Une semaine plus tard, le bal organisé par l'empereur commence. Clara est toujours en train de se préparer. Elle demande à sa servante de la laisser seule un instant. Puis la jeune fille se concentre sur le dossier spécial qu'elle a reçu. Elle a passé 6 heures à essayer de déchiffrer le code. Et n'a toujours pas abandonné. À cet instant, la princesse entend un miaulement et regarde vers la porte. Le chat est entré dans sa chambre et a déposé un livre à la couverture rouge avant de repartir par la porte. Clara, curieuse, ouvre le livre et y découvre quelque chose à quoi elle n'était absolument pas préparée. Quelques minutes plus tard au bal, Freya et son amie d'enfance reçoivent les applaudissements des nobles. Ils lui demandent si elle a réussi. Kanya confirme qu'elle a laissé le livre à Clara et qu'elle n'a pas été reconnue, car elle s'était déguisée en chat. Freya se dit confiante. Que l'accord avec la famille Moonlight étant rompu, la proposition de mariage avec Clara disparaîtra aussi. C'est du moins ce que pensait le protagoniste, puisqu'il avait donné à Clara suffisamment d'indices pour y parvenir. Mais si quelque chose tournait mal, le protagoniste a décidé qu'il rejetterait lui-même la proposition. Kanya s'inquiète pour son amie. Et il tente de la convaincre que tout va bien. Sodane. Leur conversation est interrompue par une jeune fille blonde qui s'adresse directement au protagoniste. Elle passe une mèche de cheveux derrière son oreille, tentant de le séduire. Frère se rappelle que cette fille est la même qui a ennuyé Elena et Ariana Jim. Il demande si Isabelle désire quelque chose, et la jeune fille répond qu'elle a simplement pitié de lui. Frère ne comprend rien et lui demande pourquoi elle dit cela. La noble dame regrette que parmi les filles des nobles, Arya hurle qu'il a été choisi pour épouser la plus indisciplinée. Isabel continúe de critique Clara. Et de dire du mal d'elle. Le protagoniste lui conseille de faire attention à ses paroles. À ce moment-là, la noble dit qu'elle serait une bonne option pour Frey. Après tout, elle est la fille d'un comte et capable d'offrir richesse et pouvoir. Après avoir dit cela, elle prend rapidement congé et lui dit de profiter du bal. Le protagoniste était tellement sous le choc qu'il n'a même pas répondu à la noble. Kanya pense que la frustration de cette fille est inutile. Frey est d'accord, il tend le verre de vin. Se souvenant que leur promise approche, le protagoniste passe devant Clara. Et il ne se salue pas. Un majordome conduit Frey dans la chambre où il doit rester. Et dit au jeune homme d'attendre ici la mère de Clara. La chambre est extrêmement féminine et a été préparée par elle. Ce qui n'a pas plu au protagoniste, mais il a fait semblant d'adorer la chambre. À cet instant, l'impératrice arrive. Il s'assoit pour discuter et la femme ne tarde pas à dire à Frey que personne ne peut se mettre en travers de leur chemin. Le protagoniste demande s'il y a une quelconque opposition de la part de la famille Clair de Lune. L'impératrice répond que non. Frey pense que l'argent peut tout acheter. Si cela s'était produit dans le passé, il y aurait eu un tollé contre l'Empire, mais maintenant, seul l'argent peut les faire agir. Ainsi, le protagoniste en est venu à la conclusion que la raison de l'arrangement de ce mariage entre Celaena et lui était l'argent. Quoi qu'il en soit, Frey comprend que il doit montrer sa gratitude à l'impératrice pour son aide. La femme rit, disant qu'il a raison. Le protagoniste offre 6 millions de pièces d'or en échange de l'obtention du statut de noblesse. L'impératrice est ravie, en regardant le document de paiement, et dit que c'est le double de ce qu'elle pensait gagner. Mais elle est bientôt intriguée par quelque chose d'écrit au bas du bordereau. Si l'impératrice accepte les 6 millions en espèces, elle devra accepter que le protagoniste ne puisse être arrêté pour aucun crime, à l'exception de la trahison. Frey justifie sa demande. Il a l'intention de faire des choses un peu sales. Pour la famille noble une fois mariée, comme s'occuper des opposants politiques de l'impératrice. Et lever des fonds, il serait donc important de s'assurer qu'il recevrait une protection. En échange du fait qu'il se salisse les mains. L'impératrice avoue que c'est la première fois. Elle est très surprise. Le protagoniste se lève et dit qu'elle aura le temps de réfléchir. La femme l'interrompt rapidement, disant qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Dans cette note, Frey a écrit que la donation ne sera pas faite si l'accord est rompu intentionnellement par lui. Le protagoniste dit que ce n'est qu'une précaution pour sa vie. L'impératrice ne peut nier qu'il est très rusé. Elle dit que lorsque le contrat sera signé, Clara ne pourra pas s'y opposer. Le protagoniste répond qu'il a vraiment fait cela uniquement par précaution.
La femme dit qu'elle comprend et qu'elle va déjà demander les donations. Sur ce, Frey prend congé et retourne dans le hall. En chemin, il se dit que c'est ridicule. La nation est dévastée. À cause de gens comme l'impératrice, qui sont plus intéressés par l'argent que par toute autre chose. L'argent contrôle essentiellement la politique en ce lieu. Quoi qu'il en soit, le protagoniste doit maintenant gagner des points un peu plus facilement. Soudain, quelqu'un se met en travers de son chemin et lui demande s'il a déjà résolu la discussion qui la concerne. Frey ne s'attendait pas à ce que Clara attende dans le couloir. Il ment, en disant qu'il a seulement parlé de la manière dont il pourrait renforcer le pouvoir de la nation. Clara répond sérieusement que lui et l'impératrice sont trop égoïstes pour parler du bien du peuple. Le protagoniste s'approche de son visage, essayant de lui faire peur, et dit à la jeune fille de se réveiller. Elle répond qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Après ces mots, il s'éloigne dans des directions opposées. Le protagoniste est heureux car il semble qu'elle ait trouvé un moyen d'éviter le mariage. Tout se passait comme il l'avait prévu. Plus tard dans la soirée, les invités de la noblesse commencèrent à danser. Pendant ce temps, le protagoniste et son ami d'enfance réalisèrent que l'accord avait été signé par l'impératrice. Maintenant, il se demande s'il reverra Selena. Frey pensait au départ qu'elle viendrait au bal, car il avait entendu dire que les invitations avaient été envoyées à tout le monde. Il semble que la famille Moonlight ait refusé de venir. Kanya pense que ce n'est pas bien grave, car le chef de la famille Moonlight n'est généralement pas du genre à apparaître dans des événements comme celui-ci. Peut-être que Selena n'est pas venue, parce que son mariage a été rompu. Frey est pensif à ce sujet. Il pensait que Selena viendrait, au moins pour essayer d'en finir avec lui. Kanya le rassure, en disant que la jeune fille ne semble faire aucun geste. Frey trouve cela étrange, de toutes les héroïnes qui ont retrouvé la mémoire. Selena est la seule qui n'a pas essayé de faire quoi que ce soit contre lui jusqu'à présent. Peut-être attend-elle le bon moment. Kanya dit qu'il n'a pas besoin d'eux s'inquiéter, car elle va surveiller. À ce moment-là, un nouvel arrivant attire l'attention de tous les invités, les regards se tournent vers l'empereur Récon. L'impératrice Rémi est à côté de son mari. À cet instant, l'empereur annonce les fiançailles de la troisième princesse avec Frey. Ceci est dû au vœu fait par le premier empereur. Récon dit qu'il est fatigué, et que c'est tout ce qu'il dira au sujet des fiançailles. Dans ce cas, l'impératrice Rem décide de transmettre la nouvelle à tout le monde à la place de l'empereur. Elle demande aux fiancés de s'avancer. Clara n'est pas satisfaite du choix de ses parents. Rémi demande d'abord au protagoniste s'il est d'accord avec les fiançailles. Frey s'agenouille alors selon son plan et touche légèrement la main de la princesse, lui demandant de l'épouser. Maintenant, l'impératrice demande si Clara accepte le mariage. La réponse était évidente. Clara crie fort qu'elle n'est pas d'accord avec ses fiançailles. Les jeunes filles présentes sont heureuses, tandis que la mère de Clara la gronde pour cette attitude. La princesse parle alors des recherches qu'elle a faites selon le second vœu. Passé entre la famille Starlight et le premier empereur, un mariage ne peut pas être établi sans le consentement des deux parties concernées. L'empereur Récon acquiesce et dit que cela commence à devenir intéressant. Il avait l'impression que les deux s'étaient déjà mis d'accord sur ses fiançailles, et que l'annonce n'était qu'une simple formalité. Clara explique qu'en réalité, cela n'est arrivé que parce que personne ne savait qu'elle avait le droit de veto. L'empereur comprend que Rémi ne s'est pas soucié de la décision de sa fille. Dans ce cas, il accepte d'annuler les fiançailles, mais demande d'abord si tout va bien pour le protagoniste. Frey entame sa performance magistrale et fait semblant d'être triste de la situation, déclarant que son cœur est brisé. Clara sait que c'est un mensonge et elle a honte. L'empereur se dit certain de sa tristesse, puis remercie Frey pour sa compréhension. L'empereur présente également ses excuses aux invités, qui sont venus voir les deux fiancés. Il espère que les nobles oublieront ce qui s'est passé aujourd'hui et s'amuseront. Les invités retournèrent au banquet, l'impératrice étant complètement furieuse se met à se disputer avec sa fille et dit même qu'elle la vendra. Clara répond qu'elle s'en fiche. Le protagoniste s'approche, et les larmes aux yeux, dit qu'il est désolé de devoir reprendre tous les dons qu'il a apportés. L'impératrice essaie de lui parler, mais Freya dit qu'il doit partir, et la laisse parler toute seule. Clara demande à sa mère de quoi le garçon parle. Elles discutent toutes les deux du sujet, pendant que Freya se sent libre de ne plus avoir de prétendante. À ce moment-là, quelqu'un l'appelle. C'est la jeune noble, qui étudie dans la même académie que lui.
Isabelle dit que la princesse est une personne horrible. D'humilier quelqu'un comme Freya en public. Le protagoniste est déjà fatigué de cette flatterie. Surtout quand Isabelle essaie de le convaincre qu'elle est la personne idéale pour l'épouser. Frey la rejette, disant que c'est une femme délirante avec des intentions claires comme le jour. La jeune noble se sent offensée et se met à crier, ne faisant que confirmer ce que le protagoniste a dit à son sujet. Il ajoute qu'elle est agaçante et que sa personnalité est également horrible. De plus, Frey ne veut plus qu'elle vienne avec ses intérêts malhonnêtes. Il s'en va pendant que la jeune femme dit que ça ne se passera pas comme ça. Le protagoniste trouve enfin Connie, sans aucune émotion, et lui demande s'il s'est passé quelque chose. Elle le regarde et, en désespoir de cause, l'avertit qu'il y a un problème. Frey lui demande pourquoi elle semble si inquiète. Kanya lui remet une lettre et dit que c'est Celaena qui a demandé de la lui transmettre. Sur la lettre est écrite une adresse, et Celaena lui demande de s'y rendre le plus vite possible, sinon il ne vivra pas longtemps. Frey arrive rapidement au lieu de rendez-vous, où Celaena l'attend déjà. Le protagoniste demande d'une voix tremblante pourquoi elle veut lui parler, puisqu'ils ne sont plus fiancés. Celaena dit qu'elle ne lui fera rien de mal. La menace, c'était parce qu'elle pensait qu'il l'ignorerait. La jeune femme révèle qu'elle sait que Frey est avec quelqu'un d'autre et que c'est pour ça qu'elle a décidé de l'aider. Elle le fera même si elle a perdu la mémoire et n'a aucune idée de quoi faire. Celaena ajoute qu'elle n'a appris pour le bal et la rupture des fiançailles qu'à travers les notes. Mais à part ça, elle ne se souvient de rien. Frey est sous le choc et avoue qu'il ne comprend rien. La jeune femme pense que la confusion est normale. Mais le protagoniste se sent mal à l'aise, comme s'il perdait la raison en lui parlant. Celaena explique alors que ses souvenirs de tous ses voyages ont été effacés par la magie. Frey, surpris, demanda qui aurait pu avoir le courage de lui faire ça. La jeune fille répond que c'était elle-même. En fait, c'était une requête qu'elle avait demandée à la maîtresse de la tour d'exécuter. Celaena dit qu'elle a aussi demandé de lancer sur elle un sortilège d'obéissance absolue, ayant le protagoniste pour cible. Frey pense que c'est une blague. Celaena dit qu'il n'y a aucune raison pour elle de faire une chose pareille. Elle ne se souvient pas pourquoi elle a décidé de voyager si loin, mais elle est presque sûre que c'était à cause de lui. Elle a ce sentiment, même si elle ne se souvient pas de ce qu'elle a vu dans les ruines. Frey est incrédule, les ruines sont éparpillées à travers le monde entier. Et elles contiennent des archives sur la véritable identité du héros. Elles contiennent même les pénalités imposées par le système. Le protagoniste était certain que personne ne serait capable de le lire. Car c'était écrit en kana, un code difficile à déchiffrer. Frey suppose qu'elle a compris cela uniquement grâce au contexte et à ses propres suppositions. Si c'est vrai, Celaena a peut-être découvert qui est réellement le protagoniste. Et a effacé sa propre mémoire pour qu'il ne reçoive pas de pénalité. La jeune fille lui dit de ne pas trop y penser, mais le protagoniste ne comprend toujours pas la raison pour laquelle elle l'aide. Celaena répond avec un sourire qu'elle l'a fait parce qu'elle l'aime. Frey reste sans voix, et elle dit qu'elle s'en va maintenant. Mais avant, elle le prévient que le protagoniste peut l'appeler s'il a besoin d'aide. Frey est très confus, mais décide de voir cette situation comme quelque chose de positif. Celaena était trop intelligente et puissante pour prendre une décision qui n'était pas idéale. Maintenant, le protagoniste a l'intention d'utiliser les ressources de la famille Clair de Lune, ainsi que l'immunité qu'il a acquise auprès de la famille impériale. Avec cela, il pourra accomplir la première mission principale. Sans problème. Pendant ce temps, dans un autre lieu, la sorcière, maîtresse de la tour, était agacée par la situation qu'elle a vécue un peu plus tôt. Elle était tellement à bout de patience qu'elle a complètement ignoré une petite fille qui vendait du pain. Mais la fillette n'a pas renoncé à vendre son produit. La maîtresse de la tour dit qu'elle est seulement venue dans cette zone parce qu'elle a senti une énorme quantité de mana, elle donne une pièce à la fille pour qu'elle la laisse tranquille. Mais la fille lui propose son aide en échange de la pièce, puisqu'elle sait aussi utiliser la magie. La vieille sorcière ne la croit pas et lui dit de partir. Soudain, la fille crée un puissant cercle magique et prouve à la vieille femme qu'elle disait la vérité. Son pouvoir est extrêmement puissant pour une enfant, ce qui fait réaliser à la sorcière que l'énorme quantité de mana qu'elle sentait provenait de cet enfant. Alors, sans hésiter, la sorcière attrape la fille et se téléporte dans un autre endroit où il faisait déjà jour. La vieille femme lui demande son nom et elle se présente sous le nom de Glaire. La sorcière dit que Glaire sera désormais sa disciple. Pendant ce temps, dans un château sombre et en ruine, une femme aux cheveux rouges et aux cornes dit qu'elle en a assez d'être piégée ici, à cause de la pénalité. Soudain, un corbeau se pose sur la fenêtre
et l'appelle par le nom de Mao, puis lui demande si la femme l'a appelé. La reine des démons dit qu'il est temps d'utiliser le dortoir des roturiers, ils profiteront du chaos et feront infiltrer l'armée du roi démon dans l'Empire. Le corbeau dit que dans ce cas, il est nécessaire de trouver un agresseur. Mao est d'accord, disant que ce doit être quelqu'un de fier et avec de fortes émotions négatives. Il est plus facile de contrôler une personne comme ça, les effets de la magie noire n'en seront que plus grands. Le corbeau dit que c'est un bon choix et prend congé de son maître, disant qu'il se rendra à l'académie sur le champ. La démone lui donne un collier de dissimulation d'identité pour que le corbeau ne soit pas découvert. Maintenant, elle est impatiente de savoir quel genre de combat le héros mènera pendant la première mission principale. Le lendemain, le protagoniste dit à Kenya qu'ils ont besoin d'un plan. Peut-être que la meilleure stratégie est de concentrer plus de force pour le jour de l'attaque et de gérer les conséquences, mais Kenya n'a pas à s'inquiéter, car ils ont droit à une immunité contre l'arrestation grâce à l'accord avec l'impératrice Rami. En fait, le protagoniste a l'intention de ne pas bouger le jour de l'attaque du dortoir des roturiers et de laisser les rumeurs se propager pour gagner plus de points. Dans ce cas, les efforts seront concentrés sur la recherche du vrai coupable. Kenya dit qu'il fera de son mieux et demande: que se passera-t-il s'il ne trouve pas le coupable? Frey répond que c'est impossible, car il utilisera le radar démoniaque, un des objets les plus spéciaux décrits dans la prophétie. Le déguisement comme la magie sont inutiles contre lui. Alors vous n'aurez rien à craindre. Soudain, quelqu'un entre dans leur chambre sans frapper à la porte. Kenya se plaint que Selena ne peut pas entrer sans permission. La jeune fille répond que elle n'a pas besoin de permission pour entrer dans la chambre de son propre fiancé. Elle commence à fouiller tous les objets de la pièce, et Kenya la gronde une fois de plus, lui rappelant que ses fiançailles ont été annulées. Frey n'est pas non plus content de la présence inattendue de la jeune fille. À ce moment-là, Selena demande pourquoi Kenya est seule avec Frey. La réponse est simple, et Kenya répond avec dédain qu'elle travaille pour le maître. Donc son devoir est d'être ici. Selena, en bonne espionne, réalise, grâce au langage corporel, que Kenya ne ment pas. Elle complimente même le protagoniste d'avoir choisi cette servante. Frey convient que Kenya est digne de confiance et profite de la présence de Selena pour donner le premier ordre. Il ordonne alors à la jeune fille de douter de tout ce qui le concerne. Les yeux de Selena prouvent qu'elle est sous l'emprise de l'hypnose et de l'obéissance, alors la jeune fille répond qu'elle le fera. Le protagoniste pense que cela l'aidera, tout comme cela s'est passé avec Kenya. Désormais, deux héroïnes sont à ses côtés dans cette affaire. Frey remet la carte des dortoirs des roturiers et l'appareil qui peut être utilisé pour détecter les démons. Selena demande ce qu'elle va en faire. Frey lui demande d'envoyer des gens de la famille Clair de Lune pour protéger et surveiller la zone. Selena essaie de comprendre pourquoi il fait soudainement quelque chose de bien. Le protagoniste l'interrompt en disant que c'est un ordre et qu'elle ne devrait pas poser de questions inutiles. Selena répond qu'elle comprend après avoir entendu le mot ordre. Frey ajoute qu'elle peut le contacter si elle sent que quelque chose ne va pas. Selena accepte d'accomplir la tâche sur le champ et prend congé en lui disant qu'elle l'aime. Le protagoniste est embarrassé, tandis que Kenya avoue ne pas comprendre Selena. Quoi qu'il en soit, ils doivent maintenant l'attendre. Quelques minutes plus tard, dans le dortoir des roturiers, les espions de la famille Clair de Lune protègent déjà les lieux. Selena informe le chef d'escouade qu'il ne semble y avoir aucune réaction particulière. Son ami répond que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne capture l'intrus. Les experts en démons sont déjà arrivés au dortoir. Elle salue Selena et dit qu'elle retourne à son poste. Selena acquiesce et décide d'avertir le protagoniste de la situation actuelle. Le corbeau de la reine des démons croise Selena, il l'analyse et en arrive à la conclusion qu'il ne sera pas bon d'utiliser la jeune fille comme antagoniste, car il ne perçoit presque aucune émotion venant d'elle. De plus, Suri a dit que n'importe qui ne peut pas devenir l'agresseur. Ils doivent être capables d'utiliser une puissante magie des ténèbres pour briser les chaînes du roi des démons. Le corbeau analyse alors le meilleur endroit pour dessiner un cercle magique, assez grand pour sacrifier tout le dortoir des roturiers. Soudain, son attention est attirée par la noble blonde qui se souvient encore de ce qui est arrivé à Freya. Le sentiment de colère et de vengeance qui l'anime est parfait pour le corbeau. Il a enfin trouvé la personne qui sera responsable de l'attaque du dortoir. À cet instant, le corbeau démoniaque laisse tomber plusieurs plumes, attirant l'attention d'Isabelle. Suite à quoi, elle est hypnotisée et le corbeau commence sa manipulation.
Isabelle répète en boucle qu'elle est la servante du roi des démons et qu'elle attaquera les dortoirs des roturiers. Pendant ce temps, chez le protagoniste, celui-ci boit calmement son café, se disant que la journée est bien tranquille. Kanye dit que c'est une bonne journée comparée aux nombreux incidents survenus récemment. À ce moment, Frey trouve enfin le courage de l'inviter à sortir. La jeune fille demande si elle a mal compris. Il lui explique alors que il lui a fait traverser beaucoup de difficultés le mois passé. C'est pourquoi il voulait lui acheter des vêtements et partager un bon repas avec elle. Kanya garde la tête baissée, le visage empourpré. Elle se demande si c'est un rendez-vous galant. Quoi qu'il en soit, Kanya accepte l'invitation si c'est dans un lieu reculé. Soudain, quelqu'un fait irruption dans la pièce en hurlant le nom de Frey. Selena reprend son souffle et hurle qu'il y a une suspecte. Énergie magique qui s'échappe du dortoir des roturiers. Le protagoniste et son ami d'enfance accourent sur les lieux en un rien de temps. Ils trouvent le dortoir enveloppé dans un brouillard sinistre. Frey savait qu'il y avait un intrus. Car dès son arrivée sur les lieux, la mission est réapparue. Il est inquiet. Car ce pouvoir magique est effrayant pour les gens ordinaires. Selena répond. Qu'elle a déjà fait sortir quelques personnes de là, mais elle doit avertir. Que les dispositifs de détection n'ont rien décelé, et que même ces experts n'ont pas remarqué l'intrus. La seule chose qu'elle sait, c'est que soudainement, une magie maléfique a commencé à émaner de l'intérieur du dortoir. Le protagoniste suppose que cela pourrait provenir d'un étudiant noble qui est entré. Selena demande pourquoi il pense cela si le dortoir est pour les roturiers. Frey réalise bientôt qu'il a oublié de prévenir la jeune fille que le coupable de l'attaque était un noble. Il a péché par excès de prudence et a fini par laisser entrer l'intrus. Mais ce qui inquiète vraiment le protagoniste, c'est le fait que le dispositif de détection ne se soit pas activé. Kanya interrompt leurs pensées et leur dit qu'ils doivent agir. Frey dit qu'elle a raison et ajoute qu'il va utiliser la pierre de domaine. Quand ils entreront, elle sera efficace pour maîtriser la cible et manipuler son esprit. Elle ne peut être utilisée qu'une fois par jour, mais il y a une fonction supplémentaire. Activée pendant le mode berserk. Soudain, le protagoniste s'arrête de parler quand il voit quelque chose. Les trois héroïnes sont arrivées au dortoir. Pour voir ce qui se passait. Connie et Selena demandent pourquoi Frey s'est soudainement tue. Pendant ce temps, Estera avertit les filles que le pouvoir maléfique semble augmenter. Elena crie qu'ils doivent entrer pour aider les gens à l'intérieur. Frey espérait qu'Elena s'y rendrait parce qu'elle vit dans ce dortoir. Mais l'apparition de Clara et d'Estera est une surprise. Il suppose que les trois héroïnes ont formé une équipe. Sans qu'ils le sachent. Frey tourne bientôt son attention vers Kanya. Et lui ordonne de lancer un sort de blocage de reconnaissance, puis elle doit s'assurer que personne ne s'approche. Selena est agacée de ne recevoir aucun ordre et décide de lancer le sort de reconnaissance toute seule. Le pouvoir magique de la jeune fille recouvre le dortoir. Maintenant, Frey se concentre sur la recherche de l'agresseur. Sinon, ce sera problématique. La mission sera terminée rapidement. Si tout se passe selon son plan. Le protagoniste décide d'utiliser le sort qu'il a sur Selena pour lui ordonner de chercher la source de ce pouvoir magique. La jeune fille accepte rapidement et entre dans le dortoir. Kanya et Frey suivent derrière. Soudain, Kanya crie pour appeler le maître. Et il regarde le monstre à côté de lui. Le protagoniste sait qu'il n'aura pas le temps de ramasser l'épée. Heureusement, Selena se place devant lui et bloque l'attaque de l'ennemi démoniaque. Le monstre est projeté au loin et s'arrête après avoir heurté le mur. Selena bat les deux autres adversaires avec son éventail, où elle concentre son pouvoir magique et son énergie interne. Les monstres sont terrassés et le protagoniste réalise que les capacités de Selena sont toujours aussi impressionnantes. À ce moment-là, il trouve un griffonnage sur le sol. Il semble que le sinistre pouvoir magique s'échappe de celui-ci. Soudain, Kanya crie qu'elle a trouvé quelque chose. Frey va la voir et se rend compte que le responsable du dortoir et la femme de chambre ont été endormis par la magie. Le protagoniste pense que c'est une bonne idée que Kanya entre dans leur subconscient et découvre ce qui s'est passé ici. La jeune fille essaie de faire ce que le héros demande, mais quelque chose bloque son entrée. Frey est convaincu qu'aucune magie qui affecte le subconscient ne peut rivaliser avec Kanya, même si la force mentale est assez puissante et peut résister un certain temps, il n'y a aucun moyen de l'empêcher d'envahir son esprit. Ni Astrad ni le maître de la tour ne pourraient arrêter Kanya. Personne ne possède cette capacité, pas même dans l'armée du roi démon. En y réfléchissant, le protagoniste suppose que le roi démon lui-même
est personnellement impliqué dans cette affaire. Il est très probable que les hauts gradés de l'armée du roi démon profitent des pouvoirs du roi pour agir. Le protagoniste met cette pensée de côté car quelque chose d'autre requiert toute son attention. À ce moment-là, Selena dit qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. En observant la zone, il y a des monstres partout, mais aucune victime. Cela lui fait penser que l'agresseur contrôle les monstres. Fred dit que c'est logique. Selena ajoute qu'une autre chose a attiré son attention. Ce griffonnage qu'ils ont vu à l'entrée du dortoir était dessiné sur tous les étages, du premier au troisième. C'est un cercle magique conçu pour enfermer tout le dortoir. S'il s'agit d'un cercle magique du roi démon, cela peut signifier qu'ils veulent capturer des humains vivants. Ce ne peut donc être que le cercle magique d'offrande. Freya est choquée de voir jusqu'où Selena est allée. Cela était écrit dans le livre des prophéties, mais c'était si compliqué que le protagoniste a oublié. Il suppose qu'il doit y avoir un seul cercle magique utilisé pour tous les activer. Tout comme cette fois avec la reine succube, avec toute l'expérience accumulée dans sa vie antérieure. Le protagoniste est certain que ce cercle magique et l'agresseur se trouvent au dernier étage du dortoir. À cet instant, Isabelle est complètement contrôlée par le corbeau de la reine démon. Le corbeau comprend que son choix d'hôte était parfait. Plus les émotions négatives sont fortes, plus vite le rituel pourra être achevé. À ce rythme, tout sera prêt dans 1 heure. Soudain, le protagoniste arrive au dernier étage et demande pourquoi il a choisi Isabelle comme hôte parmi toutes les personnes. Il est clair pour Freya que le choix a été fait parce que la noble a du ressentiment envers lui. Quoi qu'il en soit, il décide qu'il y mettra fin quand le brouillard sombre se dissipera. Le protagoniste réalise qu'Isabelle tient une sphère rose dans ses mains. Le corbeau traite Freya d'idiote pour avoir pensé qu'il suffirait de trouver le corps principal. Il dit que tout est presque terminé. Alors le protagoniste ne pourra pas l'arrêter. Soudain, Selena se faufile devant Isabelle et tranche la sphère dans sa main. Elle dit au protagoniste de s'occuper du corbeau, pendant qu'elle et Kanya s'occupent de l'hôte. Freya acquiesce et dit qu'elle leur fait confiance. Selena et Kanya prennent position pendant qu'Isabelle tient les sphères maléfiques, prête à attaquer.